Deux bottes ont percuté la poitrine de John Carter en même temps. Son corps a heurté le tapis si fort que le son a résonné sur le béton comme un coup de feu. 282 Navy SEALs ont regardé un père célibataire, un infirmier de combat, s'effondrer au sol. Derek et Mark se tenaient au-dessus de lui, un grand sourire aux lèvres. La foule a ri. Mais ensuite, John Carter s'est relevé. Et ce qu'il a fait ensuite a plongé chaque homme de la base dans un silence de mort. Car dans les 4 secondes qui ont suivi, deux des SEALs les plus durs de l'unité n'allaient plus jamais marcher de la même façon. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que cette histoire ne commence pas sur ce ring d'entraînement. Elle commence 6 ans plus tôt, dans un endroit que personne n'aurait soupçonné. Dites-moi votre ville en commentaire pour que je voie jusqu'où cette histoire voyage. Et si ce n'est pas déjà fait, abonnez-vous et activez les notifications pour ne pas manquer la suite. Le téléphone a sonné à 2h14 du matin. John Carter était assis au bord d'un matelas qui avait connu des jours meilleurs, fixant le mur. Son appartement à Virginia Beach était petit, 2 chambres, une salle de bain, des meubles provenant d'une friperie sur Atlantic Avenue. Le genre d'endroit qui vous disait tout ce que vous aviez besoin de savoir sur l'homme qui y vivait. Il ne courait pas après le luxe. Il ne courait après rien. Il essayait juste de tenir le coup. Le téléphone a sonné de nouveau. Il a décroché. Carter, John, c'est Briggs, lieutenant-commandant Tom Briggs. John n'avait pas entendu cette voix depuis presque 2 ans. Pas depuis le débriefing à Bagram. Pas depuis la nuit qui avait tout changé. Tom, dit John, il est 2 heures du matin. Je sais quelle heure il est. J'ai besoin de toi. John se frotta les yeux avec la paume de sa main. Au bout du couloir, sa fille Lily dormait. 6 ans, des cheveux bruns, les yeux de sa mère. La seule chose au monde pour laquelle John Carter mourrait sans réfléchir. J'ai quitté l'armée, Tom, tu le sais. Je ne te demande pas de revenir. Je te demande de venir enseigner. John marqua une pause. Enseigner quoi? La médecine de survie. Les techniques de défense pour les infirmières de combat. J'organise une évaluation de préparation le mois prochain à Dam Neck. 282 opérateurs, cycle complet. J'ai besoin de quelqu'un qui a été sur le terrain pour montrer à ces gars ce qui se passe quand un infirmier tombe dans une embuscade. Tu as des instructeurs pour ça. J'ai des instructeurs qui ont lu le manuel. J'ai besoin de quelqu'un qui l'a vécu. John resta silencieux un long moment. Il pouvait entendre le vrombissement du ventilateur de Lily à travers le mur mince. Il pouvait entendre le chien du voisin gratter à une porte quelque part en dessous. « Un jour? » demanda John. « Un jour, c'est tout ce que je demande. Je vais y réfléchir. Réfléchis vite. J'envoie les papiers le matin. » La ligne est devenue silencieuse. John posa le téléphone sur la table de chevet et fixa le plafond. Il n'avait pas mis les pieds sur une base militaire depuis 19 mois. Il n'avait pas porté de treillis depuis le jour où il avait quitté Walter Reed avec un dossier rempli de papiers de démobilisation et une ordonnance qu'il n'a jamais utilisée. Il s'était dit qu'il en avait fini. Il s'était dit que la vie qu'il avait maintenant, accompagner Lily à l'école, les gardes de nuit à l'hôpital des anciens combattantes, les matins tranquilles avec du café et des dessins animés, que c'était suffisant. Mais Tom Briggs n'appelait pas les gens à 2 heures du matin s'ils n'étaient pas sérieux. Et John Carter n'avait jamais été très doué pour dire non aux personnes qui comptaient. 3 semaines plus tard, John entra dans le parking de l'annexe de Dam Neck du Naval Special Warfare Development Group. Il resta assis dans son camion pendant une bonne minute, moteur éteint, les mains sur le volant. La base n'avait pas changé. Même clôture, même poste de garde, même sensation dans le ventre, comme s'il retournait dans une vie qu'il avait déjà enterrée. Il attrapa son sac sur le siège passager et sortit. Le garde à l'entrée vérifia son badge d'identité 2 fois. Carter, John D., accréditation d'instructeur invité. Le garde le regarda, puis le badge, puis de nouveau lui. « C'est vous l'infirmier, c'est ce qui est écrit. » Le garde lui fit signe de passer sans un mot de plus. À l'intérieur de la base, l'énergie était immédiate. Des groupes d'hommes se déplaçaient avec détermination, effectuant des exercices, vérifiant leur équipement, parlant à voix basse comme les opérateurs le font toujours, comme si chaque conversation était classifiée. John traversa tout cela la tête baissée, son sac sur une épaule. Il n'était pas là pour se faire remarquer. Il était là pour faire un travail, prendre ce que Briggs le payait et rentrer chez lui pour voir Lily avant l'heure du coucher. Il trouva Briggs près de la zone d'entraînement principale, un presse-papiers à la main,
aboyant des ordres à un jeune officier qui semblait ne pas avoir dormi depuis 3 jours. Tom. Briggs se retourna. Pendant une seconde, quelque chose traversa son visage. Du soulagement, peut-être, ou quelque chose de proche. John, tu as une mine affreuse. Merci. Je suis sérieux. Quand as-tu dormi pour la dernière fois? J'ai une fille de 6 ans. Le sommeil est une rumeur. Briggs faillit sourire, faillit. Il tendit à John un cordon avec un badge de visiteur. Ton bloc est à 14 heures sur le ring principal. Je t'ai prévu 45 minutes, mais si tu dépasses, personne ne t'arrêtera. 45, c'est bien. Les gars savent que tu viens. La plupart, en tout cas. J'ai briefé les chefs d'équipe ce matin. John attacha le badge à sa poitrine. Et, Briggs hésita. Et, certains d'entre eux ont des opinions. Ils en ont toujours. John, je suis sérieux. Ces gars, certains d'entre eux opèrent depuis 15 ans. Ils n'apprécient pas que des étrangers entrent chez eux et leur disent comment faire quoi que ce soit, même si ce ne sont que des trucs médicaux. Je ne leur dis pas comment faire quoi que ce soit. Je leur montre ce qu'un infirmier fait quand tout part en vrille. Je sais ça. Tu sais ça. Mais tout le monde ici ne le verra pas de cette façon. John le regarda. Tom, des gens qui voulaient me tuer m'ont tiré dessus. Je pense que je peux gérer quelques égos meurtris. Briggs hocha la tête. D'accord. 14 heures. Ne sois pas en retard. John se dirigea vers la zone de rassemblement, et c'est là qu'il le sentit. Des yeux sur lui. Pas une paire, pas deux, des dizaines. Les hommes autour de la base l'avaient remarqué, et l'expression sur leur visage disait à John tout ce qu'il avait besoin de savoir. Il était un invité dans leur maison, et les invités étaient tolérés, pas accueillis. Il trouva un banc près du hangar à matériel et s'assit. Il sortit son téléphone et envoya un texto à la babysitter de Lily. Dans les temps, je devrais être à la maison vers 19 heures. Dis bonjour à Lily de ma part. La réponse arriva rapidement. Elle te dit bonjour aussi. Elle dit aussi apporte de la pizza. John sourit. Ce fut la seule fois où il sourirait de la journée. À 13h50, John se tenait près du ring principal, étirant ses épaules. La base avait changé. L'activité dispersée du matin s'était consolidée en une seule foule, tous convergeant vers la zone d'entraînement. 282 hommes, plus le personnel de soutien, plus une poignée d'officiers observant depuis la plateforme surélevée à l'arrière. John pouvait sentir le poids de tout cela. Pas la pression. Il avait cessé de sentir la pression il y a longtemps. C'était le jugement, l'évaluation silencieuse. Chaque homme dans cette base le jugeait avant même qu'il n'ouvre la bouche. Il regardait sa carrure, solide mais pas massive. Il regardait ses mains, rudes, couvertes de cicatrices, les mains d'un homme qui avait travaillé avec. Il regardait son visage et voyait quelqu'un qui n'était pas à sa place. Une voix perça le murmure. « Alors, c'est ça l'infirmier? » John se retourna. 2 hommes se dirigeaient vers le ring. Le premier était grand, large d'épaules, avec une mâchoire qui semblait avoir été taillée dans le granit. Derek Sullivan, 12 ans dans les équipes, 3 déploiements au combat, connu dans toute l'unité comme un homme capable de soulever une petite voiture au développé couché et ayant le tempérament d'un serpent à sonnette. Le second était plus petit, mais bâti comme une borne d'incendie, compact, dense, chaque muscle visible même à travers son treillis. Mark Torres, 10 ans de service, spécialiste du combat rapproché, qui avait un jour cassé la clavicule d'un homme lors d'une séance de sparring et en avait ri après. Ils s'arrêtèrent à quelques mètres de John et Derek croisa les bras. « C'est vous, Carter? »« C'est exact. »« L'infirmier? »« C'est exact aussi. » Derek regarda Mark et ils échangèrent un regard qui disait tout sans un mot. « Sans vouloir t'offenser, mon frère, dit Derek, sa voix portant juste assez pour que le groupe de SEALs de le plus proche l'entende. Mais ça fait 12 ans que je suis dans les équipes et je n'ai jamais vu un infirmier apprendre à un opérateur quoi que ce soit sur la survie au combat. John ne cilla pas. Alors aujourd'hui est votre jour de chance. Quelques hommes à proximité ricanèrent. Mark s'approcha. Écoute, mec, je suis sûr que tu as vu des choses. Je respecte le côté médical, mais ça... Il fit un geste vers le ring. C'est différent. C'est notre monde. Tu es sûr de vouloir entrer là-dedans? John croisa son regard. J'y suis déjà. Derek secoua lentement la tête, un sourire s'étalant sur son visage qui n'était pas amical. Très bien, Doc. Voyons voir ce que tu as dans le ventre. Ils s'éloignèrent, et John pouvait les entendre parler aux hommes autour d'eux. Il capta des fragments.
Coup de pub, le médic de service. Ça va être embarrassant. John ne dit rien. Il se retourna vers le ring et commença à passer en revue sa liste de contrôle mental. Il avait déjà été dans des pièces pleines de gens hostiles. Il avait été dans des situations où chaque personne autour de lui voulait sa mort. Ce n'était rien comparé à ça. Ce n'était que de l'ego. Et l'ego, c'est prévisible. À 14 heures précises, Briggs s'avança au bord du ring avec un microphone. Bon, écoutez-moi bien. Le bloc d'aujourd'hui est la survie médicale au combat. Pour ceux qui ne le savent pas, le sergent John Carter est un ancien infirmier des forces spéciales avec de multiples déploiements sur 3 théâtres d'opération. Il est ici pour démontrer des techniques de défense pour les infirmiers opérant en conditions hostiles. J'attends de chaque homme ici qu'il lui accorde le même respect que vous accorderiez à n'importe quel instructeur de cette base. C'est clair? Un murmure parcourut la foule. Ce n'était pas enthousiaste. John entra dans le ring. Il n'attendit pas que le bruit s'apaise. Il commença à bouger. Ses mains se levèrent en position neutre, ni agressive ni défensive. Quelque part entre les deux, ce qui disait à quiconque comprenait le combat que cet homme savait exactement où se trouvait son corps dans l'espace à tout moment. Quand un infirmier travaille sur un blessé, commença John, sa voix égale et claire. Vous êtes exposé. Vos mains sont occupées. Votre attention est portée sur l'homme qui se vide de son sang sous vous. Vous êtes la personne la plus vulnérable sur ce champ de bataille. Il se déplaça au centre du ring. L'ennemi le sait. Il cible les infirmiers en premier, car éliminer l'infirmier, c'est éliminer l'espoir. Si celui qui maintient tout le monde en vie tombe, le combat change. Donc, la question n'est pas de savoir si vous serez attaqué en soignant un blessé. La question est de savoir ce que vous faites quand cela arrive. Il tomba sur un genou, simulant une position de traitement sur un blessé imaginaire. Vous êtes ici, les mains occupées, garrot dans une main, pression sur la blessure avec l'autre, et quelqu'un vous attrape par derrière. Il tendit la main en arrière, démontrant une technique de libération. Une rotation sèche de l'épaule, un coup de coude pour créer de la distance, un retour au blessé en moins de 2 secondes. La vitesse compte, mais le contrôle compte plus. Vous n'avez pas besoin de gagner le combat. Vous devez survivre aux 3 prochaines secondes pour pouvoir garder l'homme sous vos mains en vie. Certains hommes regardaient attentivement maintenant. Quelques-uns des plus jeunes opérateurs se penchèrent en avant, étudiant ses mouvements. Mais de l'autre côté du ring, Derek et Mark parlaient toujours. Leur voix juste assez forte pour être une distraction. « Hey Doc! » cria Derek. « Tu as déjà fait ça en vrai ou tu l'as appris sur un PowerPoint? » Une vague de rire parcourut la foule. John s'arrêta. Il regarda directement Derek. « 14 juin 2018, dit John, sa voix plate. Province de Nangarhar. Mon équipe est tombée dans une embuscade en L à 600 mètres d'un village que nous devions nettoyer. 2 hommes sont tombés dans les 30 premières secondes. Je m'occupais du sergent-chef Rivera quand un insurgé est sorti de la lisière de la forêt avec un couteau. Je lui ai cassé le poignet, pris son couteau, et je le lui ai planté dans la gorge. Puis j'ai fini de panser la blessure de Rivera et j'ai appelé pour l'extraction. Rivera est en vie. Il vit à San Antonio maintenant. Il entraîne l'équipe de baseball de ses enfants. La base devint silencieuse. John maintint le regard de Derek pendant encore 3 secondes, puis se retourna vers le ring. D'autres questions? Personne ne parla. John continua la démonstration. Ses mouvements étaient plus rapides maintenant, plus fluides. Il montra des techniques d'évasion d'étranglement arrière, de prise de l'ours, de contrôles au sol. Il montra comment utiliser un sac médical comme une arme improvisée. Comment créer de la distance avec un simple coup de paume. Comment rediriger un agresseur contre un mur ou un véhicule sans jamais quitter le blessé des yeux. Chaque technique était propre, chaque mouvement était efficace. Il n'y avait pas d'énergie gaspillée. Pas de bêtame. Il n'y a pas de spectacle. Juste de l'expérience de combat pure et distillée, compressée en des mouvements qui semblaient presque désinvoltes dans leur précision. La foule avait changé, les murmures avaient cessé, les jeunes Seals regardaient avec une concentration que l'on ne voit que lorsque quelqu'un apprend quelque chose de réel. Même quelques-uns des opérateurs seniors avaient décroisé les bras et prêtaient attention. Mais Derek et Mark n'avaient pas changé. Ils se tenaient près du bord du ring, chuchotant entre eux. Leur visage crispé par quelque chose qui ressemblait beaucoup à du ressentiment. John pouvait le sentir. Comme on sent une tempête se former avant le premier coup de tonnerre.
Il avait déjà vu ça. Des hommes qui ne pouvaient pas accepter que quelqu'un en dehors de leur cercle puisse savoir quelque chose qu'ils ignoraient. Des hommes dont l'identité était si liée au fait d'être les meilleurs qu'ils ne pouvaient tolérer, ne serait-ce que la suggestion que quelqu'un d'autre puisse avoir quelque chose à leur apprendre. John termina sa dernière technique, une évasion debout d'une double prise de poignet, et recula au centre du ring. Voilà les bases, dit-il. Si l'un de vous veut s'entraîner avec un partenaire, je serai là pour les 20 prochaines minutes. Et c'est là que ça s'est produit. Derek entra dans le ring. Mark suivit une demi-seconde derrière. La foule bougea. Tout le monde le sentit. Le changement d'énergie. La façon dont l'air semblait se compresser. Ce n'était pas un exercice. Ce n'était pas un entraînement. Derek roula des épaules. Que dirais-tu d'une vraie démonstration, Doc? Tu nous as montré ce qu'un infirmier fait quand un seul gars l'attrape. Et avec deux? Mark se déplaça à la gauche de John, lui coupant l'angle. Ouais, voyons comment tes petites techniques fonctionnent contre de vrais opérateurs. John les regarda tous les deux. Son rythme cardiaque ne changea pas. Sa respiration ne changea pas. Il avait déjà été dans cette situation exacte. En infériorité numérique, en infériorité de poids, avec une intention hostile se rapprochant de plusieurs angles. Ça ne fait pas partie du programme, dit calmement John. Considère ça comme un bonus, dit Derek. Briggs se dirigeait vers le ring depuis la plateforme, mais il était trop loin. Les jeunes officiers près du bord étaient figés, ne sachant pas s'il fallait intervenir. Derek se jeta en avant. Le coup de pied arriva vite, un puissant coup de pied circulaire visant le torse de John. Au même instant, Mark lança un coup de pied bas vers la jambe avant de John. Le timing était coordonné, répété. Ils avaient planifié ça. Les deux coups de pied ont atterri. L'impact était énorme. John sentit ses côtes se comprimer. Il sentit sa jambe flancher. Le sol se précipita vers lui et il heurta durement le tapis, son épaule absorbant la majeure partie de la chute, mais sa tête claquant contre la surface avec un son qui fit grimacer la première rangée. Pendant 2 longues secondes, John Carter resta au sol. Derek se tenait au-dessus de lui. « Reste à terre, Doc! » Mark rit. On dirait que le médic a besoin d'un médic. 282 hommes regardaient, certains semblaient mal à l'aise, certains semblaient amusés. Quelques-uns des plus jeunes opérateurs détournèrent le regard, ne voulant pas voir ce qu'ils supposaient allait suivre. Plus d'humiliation, plus de preuves que l'étranger n'avait pas sa place. Mais John Carter n'avait pas fini. Il posa une main à plat sur le tapis, puis l'autre, et il se releva, lentement, délibérément, avec le genre de mouvement contrôlé qui disait à tout le monde que cet homme avait déjà été mis à terre et s'était relevé à chaque fois. Il se tint debout. Il fit face à Derek et Mark. Ses côtes hurlaient, mais sa jambe le lançait là où le coup de pied avait atterri. Mais ses yeux étaient calmes, pas en colère, pas effrayés, juste concentrés, verrouillés. Le sourire de Derek s'effaça. « Tu aurais dû rester à terre, » John dit doucement, si doucement que seuls Derek et Mark purent l'entendre. Et puis il bougea. Ce n'était pas rapide comme dans les films. Ce n'était pas tape à l'œil. C'était chirurgical au point. John déplaça son poids vers la gauche, attirant l'attention de Derek. Et dans cette fraction de seconde, il enfonça sa paume droite dans l'extérieur du genou avant de Derek. L'angle était précis, 45 degrés latéral, qui par une ciblant l'articulation à son point le plus faible. Le genou se plia sur le côté. Le son qu'il produisit fut quelque chose que personne dans cette base n'oublierait jamais. Un claquement humide et craquant qui résonna contre les murs de béton. Derek tomba. Il ne cria pas tout de suite. Le choc frappa en premier. Son cerveau ne pouvait pas traiter ce qui venait d'arriver à son corps. Puis la douleur arriva. Et quand elle le fit, elle vint avec un son à peine humain. Un hurlement rauque et guttural qui déchira le silence. Mark se retourna. Pour la première fois, il y avait de la peur dans ses yeux. De la vraie peur. Pas celle que l'on simule à l'entraînement. Celle qui vient quand on réalise qu'on a fait une terrible erreur. John ne lui laissa pas le temps de réfléchir. Il combla la distance en un seul pas, se baissa et enfonça le talon de sa botte dans la cheville de Mark avec un mouvement de torsion qui utilisa le propre poids de Mark contre lui. La cheville se plia vers l'intérieur à un angle pour lequel les chevilles ne sont pas conçues. Le claquement fut plus sec que celui du genou de Derek.
Plus rapide, plus net, mais en quelque sorte pire à cause de la vitesse à laquelle cela s'est produit. Mark tomba en hurlant. La base était silencieuse, complètement, absolument silencieuse. 282 des guerriers les plus entraînés de la planète se tenaient figés, regardant deux des leurs se tordre sur le tapis aux pieds d'un homme qu'ils avaient méprisé. John Carter se tenait au centre du ring. Sa respiration était régulière. Ses mains étaient le long de son corps. Il n'y avait aucun triomphe sur son visage, aucune satisfaction, aucune colère. Juste l'expression calme et concentrée d'un homme qui avait fait ce qui devait être fait, et rien de plus. Il regarda Briggs qui avait finalement atteint le bord du ring. « Tu devrais peut-être appeler les secours, » dit John. Puis il sortit du ring, ramassa son sac et se dirigea vers le hangar à matériel sans regarder en arrière. Derrière lui, l'équipe médicale se précipita. Derrière lui, deux hommes gisaient brisés sur le tapis. Derrière lui, 282 Navy SEALs se tenaient dans un silence si complet qu'on pouvait entendre le vent souffler sur le béton. Et quelque part à Virginia Beach, une petite fille nommée Lily attendait que son père rentre à la maison avec de la pizza. John n'atteignit pas son camion. Il était à mi-chemin du parking quand ses côtes lui rappelèrent ce que faisaient deux coupes de pied simultanées d'opérateurs entraînés. L'adrénaline s'estompait maintenant, et chaque respiration ressemblait à quelqu'un enfonçant un clou chaud entre ses os. Il s'arrêta, posa sa main contre le capot d'un Humvee voisin et se laissa respirer. Lentement dedans, lentement dehors, comme il s'était appris à le faire à Nangarhar quand la morphine était épuisée et que l'extraction était encore à 40 minutes. Son téléphone vibra. « Papa, tu apportes pepperoni ou fromage? » Lily, elle avait appris à envoyer des textos le mois dernier, et maintenant elle envoyait des messages sans pointe d'interrogation et avec trop d'espace entre les mots. C'était la meilleure chose de sa vie. Il tapa en retour. Les deux, bientôt à la maison. Il se redressa, pressa sa main contre son côté gauche pour vérifier si quelque chose était fissuré ou juste contusionné et décida que ça n'avait pas d'importance de toute façon. Il avait travaillé avec pire. Il avait travaillé avec un poumon collabé une fois, et c'était dans un endroit où l'hôpital le plus proche était un vol d'hélicoptère et une prière. Carter. John se retourna. Briggs courait vers lui, son visage crispé par un mélange de colère et d'inquiétude. Il s'arrêta à quelques mètres et fixa John un long moment, comme s'il essayait de savoir par où commencer. « Tu lui as cassé le genou, John. Il a enfreint les règles en premier. Ce n'est pas... » Briggs passa sa main sur son visage. « Ce n'est pas comme ça que ça marche, et tu le sais. Je t'ai fait venir ici comme instructeur invité. Un invité. Et maintenant, j'ai deux de mes gars sur des brancards et un commandant qui va vouloir des réponses que je n'ai pas. » John le regarda. « Qu'est-ce que tu veux que je dise, Tom? »« Je veux que tu me dises ce qui s'est passé là-dedans. Tu as vu ce qui s'est passé. J'ai vu la fin. Je n'ai pas vu comment ça a commencé. Les gars près du ring disent que Derek et Mark sont entrés et t'ont défié. C'est ce qui s'est passé? Ils ne m'ont pas défié, ils m'ont attaqué. Il y a une différence. » Briggs resta silencieux. Il regarda en arrière vers la base, où deux ambulances étaient maintenant garées près de la zone d'entraînement, leurs gyrophares clignotant en rotation lente. « Le genou de Derek est détruit, » dit Briggs. L'infirmier sur place dit que c'est une luxation latérale complète, avec de probables déchirures ligamentaires. Il va devoir subir une opération et 6 à 9 mois de rééducation au minimum. Et la cheville de Mark est fracturée en 2 endroits. John ne répondit pas. « Tu comprends ce que ça signifie, n'est-ce pas? Ce sont des opérateurs en service actif. Ils sont sur le roulement de déploiement. J'ai maintenant 2 hommes qui ne peuvent pas opérer, et je dois expliquer à leur commandant comment c'est arrivé pendant un exercice d'entraînement qui était censé être une démonstration médicale. »« Alors explique-le comme c'est arrivé, » dit John. « 2 hommes ont attaqué un instructeur sans provocation pendant un bloc d'entraînement autorisé. L'instructeur s'est défendu. C'est la vérité, et c'est tout ce qu'il y a à dire. » Briggs secoua la tête. « Ce n'est pas si simple. »« C'est si simple. Tu as juste peur de la politique. » Ça a touché un point sensible. La mâchoire de Briggs se crispa, et pendant 1 seconde, John pensa qu'il allait riposter, mais il ne le fit pas, parce qu'ils savaient tous les deux que John avait raison. « Il va y avoir une enquête, » dit finalement Briggs. « Très bien. Ils voudront ta déposition. Ils l'auront. » « Et John, » Briggs marqua une pause.
Ne quitte pas la zone pour l'instant. Le commandant va vouloir te parler ce soir. John regarda son téléphone. Le message de Lily était toujours à l'écran. Les deux, bientôt à la maison. J'ai dit à ma fille que je serais à la maison pour 19 heures. John, je ferai ma déposition. Je parlerai à qui que ce soit qui a besoin de parler, mais je ne passe pas de la nuit d'ici, Tom. J'ai une gamine à la maison qui attend de la pizza et elle se fiche de tout ça. Briggs l'étudia longuement, puis il hocha la tête une fois. Je vais repousser ça à demain matin, 8 heures, mon bureau. Très bien. Briggs se tourna pour retourner vers la base, puis s'arrêta. Pour ce que ça vaut, dit-il sans se retourner, j'ai vu les images des caméras du ring. Tu leur as donné toutes les chances de s'en aller. Je le fais toujours. Briggs s'éloigna. John resta sur le parking 1 minute de plus, laissant la chaleur s'installer dans ses épaules, laissant la douleur dans ses côtes devenir quelque chose qu'il pouvait gérer. Puis, il monta dans son camion, démarra le moteur et prit la route. Il s'arrêta chez Sal's Pizza sur Shore Drive, commanda une pepperoni, une fromage, une grande root beer. Il paya en espèces parce que sa carte de débit avait été refusée ce matin-là, et il n'avait pas eu le temps de comprendre pourquoi. Probablement la facture d'électricité, probablement l'assurance, probablement l'une des 14 choses qui dévoraient son compte en banque chaque mois pendant qu'il essayait de nourrir et d'habiller sa fille de 6 ans avec un salaire d'hôpital pour anciens combattants et les quelques contrats de formation médicale qu'il pouvait décrocher. Il arriva à la maison à 18h47. Lily attendait à la porte. « Papa! » Elle lui courut dessus à toute vitesse, ce qui était son mode par défaut pour tout. John la rattrapa d'un bras, la soulevant tout en gardant les boîtes de pizza en équilibre dans l'autre main. L'impact envoya une décharge de douleur à travers ses côtes qu'il enterra derrière un sourire. « Salut, ma puce! Tu as apporté les deux? » « J'ai apporté les deux. Je peux avoir de la root beer? Un verre. 2 verres et la marée. Un verre et on ne négocie pas. » Elle la gloussa et se dégagea de ses bras, courant vers la cuisine avec l'énergie de quelqu'un qui n'avait jamais connu une mauvaise journée. John la regarda partir, et pour un instant, la base d'entraînement, le ring, le genou de Derek, la cheville de Mark et le visage inquiet de Briggs disparurent. Pour un instant, il n'était qu'un père tenant des pizzas. Madame Hernandez, la babysitter de l'appartement du dessous, mettait son manteau dans le salon. « Elle a été parfaite, » dit Madame Hernandez. « Elle a fait ses devoirs, mangé son goûter, regardé un épisode de cette émission sur les dinosaures. Comment s'est passée ta journée? » Longue. Madame Hernandez le regarda comme elle le faisait toujours. La façon dont les femmes plus âgées regardent les jeunes pères qui sont clairement à bout de force, avec compassion et un peu d'inquiétude. « Tu as l'air fatigué, John. »« Je vais bien. » « Tu dis toujours ça, parce que c'est toujours vrai. » Elle lui tapota le bras en sortant. « Il y a des restes d'Aro Compolo dans ton frigo. J'en ai fait en plus. Tu n'as pas à faire ça. »« Je sais que je n'ai pas à le faire. Mange-le quand même. » La porte se referma derrière elle, et John se tint dans son petit salon et laissa le silence l'envelopper. Lily était déjà dans la cuisine, ouvrant la boîte de pizza et piquant un pepperoni pour le manger seul, ce qu'elle faisait toujours en premier. « Papa, viens de manger. J'arrive, ma puce. » Il mangea 3 parts sans en sentir le goût. Lily parla tout le temps de l'école, de son amie Maya qui avait eu un nouveau chiot, de comment sa maîtresse, Madame Patterson, leur avait dit qu'ils allaient apprendre sur les volcans la semaine prochaine. Et s'ils pouvaient, s'il te plaît, aller voir un vrai volcan un jour. John écouta chaque mot. Il hocha la tête, posa des questions et dit « C'est génial » au bon moment. Et pendant tout ce temps, une partie de son cerveau était de retour sur ce ring, sentant l'impact de 2 bottes le frappant simultanément, sentant le tapis contre son dos, entendant la voix de Derek dire « Restez à terre, Doc. » Après le dîner, John fit la vaisselle pendant que Lily dessinait à la table de la cuisine. Elle dessinait une maison avec un arbre et 2 personnes debout devant. La personne la plus grande avait des gribouillis bruns pour ses cheveux. La plus petite avait une robe violette. « C'est nous? » demanda John. « Oui, c'est notre nouvelle maison. »« On a une maison? Cet appartement? »« Non, notre vraie maison, avec un jardin et un chien. » John s'essuya les mains sur le torchon et s'assit à côté d'elle. Elle coloriait l'arbre en vert avec un crayon presque trop petit pour être tenu. « Quelle sorte de chien? » demanda-t-il. « Un grand, comme celui de Maya. »
mais en plus grand. Où dort le chien? Dans ma chambre. Bien sûr. Elle le regarda avec ses yeux, les yeux de sa mère, brun foncé, grands, pleins de la confiance que seul un enfant peut avoir pour un parent. Papa, pourquoi as-tu l'air triste? La question le frappa plus fort que tout ce que Derek ou Mark avaient pu lui lancer, parce que Lily voyait tout. Elle avait 6 ans et elle savait déjà lire les choses qu'il essayait de cacher. Je ne suis pas triste, ma puce. Je suis juste fatigué. Tu dis toujours que tu es fatigué quand tu es triste. Il la prit sur ses genoux. Elle se laissa faire, appuyant sa tête contre sa poitrine. Il grimaça quand elle appuya contre ses côtes, mais il ne la laissa pas le voir. J'ai eu une journée difficile au travail, dit-il, mais je vais bien. Quelqu'un a été méchant avec toi? Il faillit rire. Quelque chose comme ça. Qu'est-ce que tu as fait? Je m'en suis occupé. Bien. Elle le dit avec une certitude absolue, comme seule une enfant de 6 ans peut le faire. Dans son monde, si son père s'en était occupé, alors c'était réglé et il n'y avait plus rien à discuter. Ils regardèrent la moitié d'un épisode de son émission sur les dinosaures avant que Lily ne commence à bâiller. John la porta au lit, l'aborda et s'assit sur le bord de son matelas jusqu'à ce que sa respiration ralentisse. Puis il alla dans la salle de bain, ferma la porte et souleva sa chemise. L'ecchymose s'étendait déjà sur son côté gauche, violet foncé, presque noir au centre, rayonnant vers l'extérieur dans un motif qui lui disait exactement quelle force Derek avait mise dans ce coup de pied. 2 pouces plus haut et ça aurait fissuré une côte. 2 pouces plus bas et ça aurait touché son rein. Il appuya doucement ses doigts dessus. La douleur s'intensifia. Rien n'était cassé. Il avait eu de la chance. Ou plus précisément, il s'était positionné à la dernière seconde possible pour absorber le coup dans le tissu musculaire au lieu de l'os. L'instinct, le genre d'instinct que l'on développe quand on a été frappé assez de fois pour que son corps commence à prendre des décisions avant que le cerveau ne suive. Il prit 3 ibuprofènes, but un verre d'eau et s'assit sur le canapé dans le noir. Son téléphone vibra. Numéro inconnu. Il répondit. Carter. Sergeant Carter, ici le capitaine Raymond Wells, commandant de l'équipe CO4. Je comprends qu'il y a eu un incident à la base d'entraînement aujourd'hui impliquant 2 de mes hommes. John ferma les yeux. Oui, mon capitaine. J'ai examiné les rapports préliminaires et les images des caméras du ring. J'aimerais entendre votre version. Ma version est la même que celle des images, mon capitaine. Je menais une démonstration autorisée. Les secondes maîtres Sullivan et Torres sont entrés dans le ring sans autorisation et m'ont attaqué. Je me suis défendu. Vous avez cassé le genou de Sullivan et la cheville de Torres. Oui, mon capitaine. Ce sont des blessures qui peuvent changer une carrière, sergent. Ils ont pris des décisions qui ont changé leur carrière, mon capitaine. Il y eut une longue pause à l'autre bout. John pouvait entendre le léger bourdonnement d'un ordinateur et le son de quelqu'un tapotant un stylo contre un bureau. Le lieutenant-commandant Briggs me dit que vous étiez réticent à venir pour cet exercice. C'est exact. Mais vous êtes venu quand même. Je devais une faveur à Briggs. Il a demandé « Je suis venu ». Et quelle est votre évaluation professionnelle de ce qui s'est passé aujourd'hui? John y réfléchit. Il choisit ses mots avec soin car il comprenait que cette conversation était probablement enregistrée et finirait certainement dans un dossier quelque part. 2 opérateurs avec une expérience significative en entraînement ont pris la décision d'agresser physiquement un instructeur invité lors d'une démonstration devant toute l'unité. Leur motivation semblait être légaux. Leur exécution était coordonnée, ce qui suggère une préméditation. Ils s'attendaient à ce que la cible reste à terre après l'attaque initiale. La cible n'est pas restée à terre. La cible a répondu avec une force proportionnée pour neutraliser la menace. Proportionnée, répéta le capitaine Wells. Vous considérez que casser le genou d'un homme est proportionné? Mon capitaine, avec respect, j'étais au sol. 2 opérateurs entraînés se tenaient au-dessus de moi. Je n'avais aucun moyen de savoir s'ils avaient l'intention de continuer l'attaque. Dans cette situation, j'ai neutralisé la menace la plus proche de la manière la plus rapide possible, puis j'ai fait de même avec la seconde. Si j'avais hésité, je serais celui dans l'ambulance. Une autre pause plus longue cette fois. Sergeant Carter, je vais être direct avec vous. Sullivan et Torres sont 2 de mes hommes les plus expérimentés. Leurs actions aujourd'hui étaient inacceptables et ils en subiront les conséquences.
Mais j'ai aussi besoin que vous compreniez que leur blessure crée un véritable problème opérationnel pour cette équipe. Je comprends cela, mon capitaine. Vraiment? Oui, et je suis désolé pour l'impact opérationnel, mais je ne suis pas désolé de m'être défendu. Le capitaine Wells resta silencieux pendant plusieurs secondes. Très bien, j'aurai besoin de vous au bureau de Briggs demain matin pour une déposition formelle. 8 heures. J'y serai. Une dernière chose, Sergeant. Mon capitaine, Briggs m'a montré votre dossier de service avant l'exercice d'aujourd'hui. Nangarhar, Helmand, Mogadiscio, vous avez été dans plus de situations de contact que la moitié des hommes de mon unité. John ne dit rien. Je pense que mes hommes ont commis une grave erreur de jugement aujourd'hui, pas seulement tactiquement. Ils ont sous-estimé quelqu'un qu'ils n'auraient pas dû sous-estimer et ils en ont payé le prix. Oui, mon capitaine, c'est vrai. Reposez-vous, sergent. Demain sera une longue journée. La ligne se coupa. John resta assis dans le noir pendant un long moment après cela. L'appartement était silencieux. Le ventilateur de Lily bourdonnait. Le réfrigérateur s'enclencha, fonctionna quelques minutes, puis s'arrêta. Dehors, une voiture passa avec sa radio jouant quelque chose qu'il ne pouvait pas tout à fait identifier. Il pensa à Derek, allongé dans un lit d'hôpital en ce moment, son genou enveloppé de glace et sa carrière ne tenant qu'à un fil. Il pensa à Mark, probablement dans le lit à côté de lui, fixant le plafond, rejouant ces 4 secondes encore et encore dans sa tête. Il ne se sentait pas bien à ce sujet. Il ne se sentait pas mal non plus. Il se sentait comme il se sentait toujours après la violence, vide. Comme si quelque chose lui avait été enlevé qu'il ne retrouverait jamais. Il s'était senti comme ça après Nangarhar, après que l'homme au couteau soit sorti de la lisière de la forêt et que John lui ait planté la lame dans la gorge, puis se soit retourné vers la blessure de Rivera comme si de rien n'était. Rivera l'avait regardé avec du sang sur le visage et avait dit « Mais qu'est-ce que tu es, bordel? » Et John avait dit « Ne bouge pas, tu perds trop de sang, parce que c'était le travail. Tu fais ce qui doit être fait et puis tu continues. » Mais continuer devenait de plus en plus difficile. Chaque année, le sentiment de vide durait un peu plus longtemps. Chaque année, il fallait un peu plus d'efforts pour le remplir à nouveau avec le rire de Lily, les soirées pizza et les restes d'arroz con polo de Madame Hernandez. Il avait 38 ans et certains matins, il avait l'impression d'en avoir 60. Son corps était une carte de tout ce à quoi il avait survécu. Les cicatrices sur ses mains de la chirurgie de terrain sans lumière et sans temps. La marque d'éclat sur son épaule d'un engin explosif improvisé à Helmand. Le genou qui lui faisait mal quand il pleuvait à cause d'une chute d'un hélicoptère à Mogadiscio que personne n'a jamais consigné dans un rapport. Il était fatigué. Pas le genre de fatigue que le sommeil répare. Le genre qui vit dans vos os et vous murmure à 2 heures du matin que peut-être vous avez assez donné. Mais alors il entendait Lily tousser dans son sommeil, ou il voyait son dessin de la maison avec le jardin et le chien. Et il savait qu'il n'avait pas assez donné. Pas encore. Loin de là. Parce qu'elle avait besoin de lui. Se racle la gorge. Et c'était la seule mission qui comptait désormais. John se leva du canapé. Il vérifia la serrure de la porte d'entrée. Il vérifia la fenêtre de Lily. Il vérifia la porte de derrière. La même routine chaque nuit. La même patrouille d'un appartement de 2 chambres à Virginia Beach, en Virginie, qu'il effectuait avec la même discipline et la même attention aux détails que n'importe quelle inspection de base qu'il avait jamais faite à l'étranger. Tout était sécurisé. Il alla se coucher. Demain, il retournerait dans cette baignade, donnerait sa déposition et ferait face aux conséquences, quelles qu'elles soient. Demain, les hommes qui l'avaient vu briser 2 opérateurs le regarderaient différemment. Et il devrait décider ce que cela signifiait et si cela changeait quoi que ce soit. Demain, le monde continuerait de tourner et les factures continueraient d'arriver. Et Lily continuerait de poser des questions sur la maison avec le jardin et le chien. Mais ce soir, John Carter était allongé dans le noir et écoutait sa fille respirer à travers le mur mince. Et il laissa ce son être suffisant. Ses côtes lui faisaient mal. Sa jambe le lançait. Ses mains posées sur sa poitrine étaient parfaitement immobiles. Il ferma les yeux et quelque part de l'autre côté de la ville, au centre médical naval, Derek Sullivan était allongé, éveillé, dans un lit d'hôpital fixant le plafond. Son genou immobilisé dans une attelle.
rejoint le moment où un infirmier dont il s'était moqué l'avait regardé dans les yeux et avait dit 7 mots qu'il n'oublierait jamais. Tu aurais dû rester à terre. John arriva au bureau de Briggs à 7h45, 15 minutes en avance, parce que c'est comme ça qu'on l'avait formé et que les vieilles habitudes ont la vie dure. Elles attendent juste que vous glissiez. Le couloir devant le bureau de Briggs était vide. Les néons bourdonnaient au-dessus et quelque part plus loin, une imprimante fonctionnait, crachant des pages que personne ne semblait ramasser. John s'assit sur la chaise en métal devant la porte et attendit. Ses coachs s'étaient raidis pendant la nuit, et chaque fois qu'il changeait de position, l'Ekimos lui rappelait exactement où la botte de Derek avait atterri. Il l'avait bandé serré avant de quitter l'appartement. Non pas parce qu'il en avait besoin, mais parce qu'il savait que la journée allait l'obliger à s'asseoir longtemps sur des chaises dures, et il ne voulait pas que la douleur le distrait du choix de ses mots. Lily avait été confuse quand Madame Hernandez était arrivée à 7 heures du matin. Pourquoi est-elle là? Ce n'est pas un jour de travail. J'ai une réunion, ma puce. Une réunion sur quoi? Des trucs de grand. C'est à propos des gens méchants? John s'était agenouillé et l'avait regardé. Oui, c'est à propos des gens méchants. Dis-leur d'arrêter d'être méchants. C'est le plan. Elle l'avait serré dans ses bras, pressant son visage contre sa poitrine, juste là où était l'Ekimos. Et il avait retenu son souffle à travers la douleur et l'avait serré en retour. Puis Madame Hernandez lui avait pris la main et l'avait emmené vers la cuisine. Et John avait conduit jusqu'à Dame Neck pour la deuxième fois en 2 jours. À 8 heures précises, la porte s'ouvrit. Briggs se tenait là, en treillis repassé. Il avait l'air de ne pas avoir beaucoup dormi non plus. Derrière lui, assis à une table de conférence, se trouvaient 2 personnes que John ne reconnaissait pas. Une femme en uniforme de la marine avec l'insigne du JAG sur son col. Un homme en civil avec un bloc-notes et un stylo qu'il cliquait déjà. « Entrez », dit Briggs. John entra et s'assit en face d'eux. « Sergeant Carter », dit la femme, « je suis le lieutenant-commandant Patricia Reeves, bureau du juge-avocat général. Voici M. David Keene du bureau de l'inspecteur général. Nous sommes ici pour prendre votre déposition formelle concernant l'incident d'hier. Compris? Avant de commencer, je tiens à préciser qu'il s'agit d'une enquête d'information, pas d'une procédure disciplinaire. Vous n'êtes accusé de rien pour le moment. Vous avez le droit d'être assisté par un avocat. Souhaitez-vous avoir un avocat? Non. Reeves jeta un coup d'œil à Keene. Il prit une note. Très bien. Dans vos propres mots, Sergeant Carter, veuillez décrire ce qui s'est passé hier à la base d'entraînement, en commençant par le début de votre bloc d'instruction. John leur raconta. Il le fit de manière claire, chronologique, factuelle. Il décrivit la démonstration, les techniques qu'il avait montrées, la réaction de la foule. Il décrivit les commentaires de Derek et de Mark. Il les décrivit entrant dans le ring. Il décrivit l'attaque coordonnée. Il décrivit avoir été frappé, être tombé au sol, s'être relevé et avoir répondu. Il ne fit aucun commentaire personnel. Il n'exagéra pas. Il parla comme il rédigeait des rapports de terrain, direct, précis et dépouillé de tout ce qui n'était pas nécessaire. Quand il eut fini, Reeves l'étudia un moment. « Vous avez dit que l'attaque était coordonnée. Qu'est-ce qui vous fait dire ça? » Le timing. Ils ont donné des coupes de pied simultanément depuis des angles opposés. Ce n'est pas spontané. On ne synchronise pas accidentellement une attaque à 2. Ils l'ont répété, ou du moins, en ont discuté au préalable. C'est votre évaluation? C'est mon observation. J'ai été la cible d'embuscade. Je connais la différence entre un acte spontané et un acte planifié. Keene leva les yeux de son bloc-notes. Sergeant Carter, vous avez un dossier de combat impressionnant. De multiples déploiements, y compris plusieurs opérations de haut vol. Votre dossier indique que vous avez reçu une formation avancée en combat au corps à Fort Bragg et une formation supplémentaire en défense rapprochée dans le cadre du cours de qualification des forces spéciales. C'est exact? Donc, lorsque les secondes maîtres Sullivan et Torres sont entrés dans le ring, vous étiez conscient de posséder un niveau de compétence en combat au corps à corps qui dépassait ce que la plupart des gens attendraient d'un sergent infirmier. John savait où cela menait. Je suis formé aux techniques de défense, oui. Et lorsque vous avez répondu à leur attaque, vous avez choisi des techniques que vous saviez susceptibles de causer des blessures graves, potentiellement de fin de carrière. J'ai choisi des techniques qui arrêteraient en la menace.
Un coup de genou qui disloque le genou d'un homme latéralement? Un coup de talon qui fracture une cheville en deux endroits? Vous me dites que c'était une de vos seules options? John se pencha légèrement en avant. Monsieur Keane, j'étais au sol. Deux hommes qui tous deux me surpassaient en poids et qui sont tous deux entraînés à tuer à main nue se tenaient au-dessus de moi. J'avais environ 2 secondes pour évaluer la menace et répondre avant qu'ils ne puissent enchaîner avec une deuxième attaque. Dans ces 2 secondes, j'ai choisi de neutraliser d'abord la menace la plus proche, puis la seconde. J'ai ciblé les articulations parce que les attaques articulaires nécessitent le moins d'énergie et produisent le résultat le plus immédiat. Si j'avais essayé d'échanger des coups avec 2 SEALs en service actif, j'aurais perdu. Et je serais celui à l'hôpital. La pièce était silencieuse. Reeves prit une note. Est-ce que Sullivan ou Torres vous ont dit quelque chose qui indiquait leur intention de vous causer un préjudice grave? Sullivan m'a dit de rester à terre après la première attaque. C'est un de ses mots exacts? Reste à terre, Doc. C'est un de ses mots exacts. Et vous avez interprété cela comme une menace continue. J'ai interprété cela comme un homme qui venait de me mettre à terre d'un coup de pied me disant de ne pas me relever. Oui, j'ai considéré cela comme une menace. Reeves hocha lentement la tête. Elle regarda Briggs. Lieutenant le commandant, avez-vous quelque chose à ajouter? Briggs se racla la gorge. J'ai examiné les images des caméras du ring hier soir. Plusieurs angles. Le récit du sergent Carter est cohérent avec ce que montrent les caméras. Sullivan et Torres sont entrés dans le ring sans autorisation. Ils ont initié un contact physique sans provocation et ont attaqué le sergent Carter avec des frappes coordonnées. Carter est tombé. Sullivan s'est tenu au-dessus de lui et a fait une déclaration verbale. Carter s'est relevé et a répondu. « Combien de temps entre l'attaque initiale et la réponse de Carter? » demanda Keane. 5 secondes. Peut-être 6. C'est rapide. Et la réponse elle-même. Moins de 4 secondes. Les deux hommes étaient à terre en moins de 4 secondes. Keane écrivit quelque chose sur son bloc-notes. Il le souligna 2 fois. Sergeant Carter, dit Reeves, une dernière question. Après avoir neutralisé Sullivan et Torres, pourquoi avez-vous quitté le ring? Parce que la menace était neutralisée. Mon travail était terminé. Il n'y avait plus rien à faire pour moi là-bas. Vous n'avez pas vérifié leur état. Vous êtes un infirmier de combat. John marqua une pause. Il comprenait le poids de la question. J'ai dit au lieutenant-commandant Briggs d'appeler les secours. Il y avait une équipe médicale complète sur place. Mon implication dans leur traitement aurait été inappropriée étant donné que j'étais la personne qui avait causé leur blessure. Le protocole standard dans tout engagement est de séparer le combattant du blessé lorsque c'est possible. Je me suis séparé. Reeves ferma son dossier. Merci, Sergeant. Nous vous contacterons si nous avons besoin de quoi que ce soit d'autre. John se leva. Il lui serra la main, puis celle de Keane. Briggs le raccompagna. Dans le couloir, Briggs l'arrêta. Ça s'est aussi bien passé que possible. Qu'est-ce qui se passe maintenant? Reeves rédigera son rapport. Keane rédigera le sien. Ils enverront les deux à la hiérarchie. À mon avis, Sullivan et Torres seront sanctionnés pour violation de conduite et tu seras blanchi. Mais c'est l'armée, John. Rien n'est jamais aussi simple. Je sais. Briggs posa sa main sur l'épaule de John. Tu vas bien? Je vais bien. Tu n'arrêtais pas de dire ça, parce que je le pense toujours. Briggs n'avait pas l'air convaincu, mais il n'insista pas. Rentre chez toi, sois avec ta fille. Je t'appellerai quand j'aurai des nouvelles. John sortit du bâtiment et se dirigea vers le parking. Le soleil était déjà chaud. Le genre d'humidité de Virginie qui vous frappe comme un mur dès que vous mettez le pied dehors. Il cherchait ses clés de camion quand il entendit des pas derrière lui. Sergeant Carter. Il se retourna. Un jeune homme, peut-être 24 ou 25 ans, se tenait à 10 pieds de là. Mince, les cheveux coupés courts, l'allure de quelqu'un d'assez nouveau dans les équipes pour se mettre encore au garde à vous sans y penser. Il portait un trident sur sa poitrine. Un SEAL, mais un nouveau. Oui, je suis le second maître de 3e classe Ryan Holt. J'étais dans la foule hier. John attendit. Holt avait l'air nerveux. Il se balançait d'un pied sur l'autre, comme le font les gens qui ont répété ce qu'ils veulent dire, mais ont du mal à commencer. Je voulais juste dire, ce que vous avez fait hier. Je suis dans des équipes depuis 14 mois, et pendant ce temps, j'ai vu Sullivan et Torres malmener les gens. Pas seulement les étrangers, des gars de l'équipe, des plus jeunes, des gars qui n'ont pas encore été déployés.
Ils utilisent leur ancienneté comme une arme, et personne ne dit rien parce qu'ils ont l'expérience et la réputation. Ce n'est pas rare dans des unités comme celle-ci, dit John. Non, monsieur, ce n'est pas le cas. Mais hier, c'était différent. Hier, quelqu'un a riposté. Et pas n'importe qui, un gars dont ils se moquaient. Un gars qu'ils ont appelé un non-opérateur. Et il n'a pas seulement riposté. Il a montré à chaque homme de cette bataille que les gars dont ils avaient peur pouvaient saigner comme n'importe qui d'autre. John regarda le jeune Seal. Il vit quelque chose dans ses yeux qu'il reconnut. Pas de l'admiration, exactement, mais du soulagement. Le genre de soulagement qui vient quand on réalise que la chose dont on avait peur n'est pas aussi puissante qu'on le pensait. Holt, laisse-moi te dire quelque chose. Ce qui s'est passé hier n'était pas héroïque. Ce n'était pas quelque chose à célébrer. Deux hommes y ont pris une mauvaise décision et ils en ont payé le prix. C'est tout. N'en fais pas quelque chose que ce n'était pas. Avec respect, sergent, ce n'est pas tout. Vous auriez pu rester à terre. Personne ne vous en aurait blâmé. 2 contre 1, tous deux opérateurs devant toute l'unité. Chaque personne présente s'attendait à ce que vous restiez sur le tapis, et vous vous êtes relevé. Je me suis relevé parce que rester à terre n'était pas une option. C'est exactement mon point, sergent. John l'étudia un moment. Ce gamin lui rappelait quelqu'un. Il ne pouvait pas le situer au début, puis il le put. Rivera. Le sergent-chef Rivera, allongé sur le sol à Nangarhar, avec un trou dans l'abdomen, regardant John avec du sang sur le visage, lui faisant entièrement confiance. Rivera avait été jeune aussi, jeune et effrayé, et essayant de ne pas le montrer. « Quel âge as-tu, Holt? »« 24 ans, sergent. »« Tu es marié? »« Non, monsieur. »« Bien, reste concentré, entraîne-toi dur, et ne laisse pas des hommes comme Sullivan et Torres définir ce que tu penses être la force. La vraie force, ce n'est pas de savoir à quel point tu peux frapper quelqu'un, c'est de savoir quand frapper et quand s'en aller. » Holt hocha la tête. Il se redressa un peu. « Merci, sergent. »« Ne me remercie pas. Sois juste meilleur qu'eux. » Holt tendit la main. John la serra, puis le jeune Seal retourna vers la baise. Et John le regarda partir, se souvenant de ce que c'était que d'avoir 24 ans et de croire que le monde avait encore un sens. Il monta dans son camion et rentra chez lui. Madame Hernandez avait emmené Lily au parc, donc l'appartement était vide quand il entra. Il resta dans la cuisine 1 minute, fixant le réfrigérateur où les dessins de Lily étaient tenus par des aimants. La maison avec le jardin et le chien, un dessin d'un dinosaure qui aurait pu être un T-Rex ou peut-être un cheval. Un dessin de 2 bonshommes allumettes se tenant la main avec moi et papa, écrit en haut en lettres inégales. Son téléphone sonna. Il ne reconnut pas le numéro, mais l'indicatif régional était local. Carter. Sergeant Carter, je m'appelle Karen Torres. Je suis la femme de Mark. L'estomac de John se serra. Il s'appuya contre le comptoir et ferma les yeux. Madame Torres, j'ai besoin que vous sachiez quelque chose. Sa voix était contrôlée, mais à peine. Il pouvait entendre l'effort qu'elle faisait pour la garder stable. Mon mari est allongé dans un lit d'hôpital en ce moment, sa cheville tenue par des broches. Il a 2 opérations prévues cette semaine. Le médecin dit qu'il ne pourra peut-être plus jamais courir de la même manière. Je suis désolé d'entendre ça. Vraiment? Êtes-vous vraiment désolé? John laissa le silence s'installer un moment. Oui, Madame Torres, je le suis. Alors pourquoi l'avez-vous fait? Votre mari et le second maître sur Sivan m'ont attaqué devant toute l'unité. Je me suis défendu. Mark m'a dit que c'était un exercice de sparring. Il a dit que ça avait mal tourné. Ce n'est pas ce qui s'est passé, et je pense que vous le savez. Elle resta silencieuse. Il pouvait entendre sa respiration, le faible son d'une télévision en arrière-plan. Probablement une chambre d'hôpital, probablement la même chambre d'hôpital où Mark écoutait chaque mot. Madame Torres, j'ai une fille. Elle a 6 ans. C'est la seule famille que j'ai. Hier soir, elle m'a demandé pourquoi j'avais l'air triste, et j'ai dû lui dire que quelqu'un avait été méchant avec moi au travail. C'est comme ça que j'ai dû expliquer ce que votre mari et son ami ont fait. J'ai réduit 2 hommes adultes m'attaquant à quelqu'un étant méchant au travail, parce que c'est la seule façon pour une enfant de 6 ans de comprendre. Karen Torres ne répondit pas. Je ne suis pas allé dans cette base pour chercher la bagarre. J'y suis allé pour donner un cours. Votre mari et Sullivan ont décidé d'en faire autre chose. Ils ont décidé de m'humilier devant près de 300 hommes. Et quand ils m'ont mis à terre,
Ils se sont tenus au-dessus de moi et ont ri. Alors, oui, je suis désolé que votre mari soit blessé. Je suis désolé que sa carrière puisse être affectée. Mais je ne suis pas désolé de m'être relevé de ce tapis. Quand Karen Torres parla de nouveau, sa voix avait changé. La colère était toujours là, mais en dessous, il y avait autre chose. Quelque chose qui ressemblait à de la compréhension, ou du moins au début de celle-ci. Mark a toujours été comme ça, dit-elle doucement. Compétitif. Toujours besoin de prouver qu'il est le meilleur. Je lui ai dit 100 fois que ça lui causerait des ennuis. Ça lui a causé des ennuis. Je sais. Elle marqua une pause. Il n'en parle pas, mais je le vois sur son visage. Il n'est pas en colère contre vous, sergent. Il est en colère contre lui-même. Il sait qu'il a fait une petite erreur. Il ne sait juste pas comment le dire. Il n'a pas besoin de me le dire à moi. Il a besoin de se le dire à lui-même. Une autre longue pause. Je n'aurais pas dû vous appeler. Ce n'est rien. Non, ce n'est pas vrai. J'étais en colère et je voulais quelqu'un à blâmer. Mais en vous écoutant maintenant, je réalise que Mark s'est infligé ça à lui-même. Madame Torres, j'espère que votre mari se rétablira complètement. Je le pense sincèrement. Merci, sergent. Elle raccrocha. John posa le téléphone sur le comptoir et le fixa. Il pensa à Mark Torres allongé dans ce lit d'hôpital, fixant le plafond de la même manière que Derek Sullivan fixait probablement le sien. Deux hommes qui avaient tout, la formation, la réputation, la fraternité des équipes, et ils avaient tout jeté par la fenêtre pour avoir la chance d'humilier quelqu'un qu'ils pensaient être inférieur à eux. La porte d'entrée s'ouvrit. Lily entra en courant, ses chaussures couvertes de terre, de terrain de jeu, ses cheveux en bataille à cause du vent. « Papa, j'ai réussi les barres de singe toute seule. » « Toute seule? Madame Hernandez ne m'a même pas aidé. C'est incroyable, ma puce. Je sais. Elle le dit avec une sincérité totale, la façon dont seul un enfant peut reconnaître son propre accomplissement sans la moindre trace d'arrogance. C'était juste un fait. Elle avait fait les barres de singe. C'était incroyable. Fin de l'histoire. Madame Hernandez entra derrière elle, légèrement essoufflée. Elle devient plus rapide. J'ai à peine le temps de la suivre. Bienvenue au club, dit John. Après le départ de Madame Hernandez, John prépara un sandwich pour Lily, beurre de cacahuètes et confiture sans croûte, coupé en diagonale parce que, apparemment, les triangles ont meilleur goût que les carrés. Un fait que Lily avait établi il y a des mois et refusait de reconsidérer. Ils s'assirent ensemble à la table de la cuisine, et Lily mangea son sandwich et lui raconta l'histoire d'un écureuil qu'elle avait vu au parc qui avait volé le gland d'un autre écureuil, et que ce n'était pas juste parce que le premier écureuil l'avait trouvé en premier. « Qu'a fait le premier écureuil? » demanda John. « Il est juste resté assis là et avait l'air triste. » « Il n'a pas poursuivi l'autre écureuil? » « Non, il a juste trouvé un autre gland. » John hocha la tête. « Écureuil intelligent. » « Mais ce n'est toujours pas juste. »« Non, convint John, ce n'est pas juste. » Son téléphone vibra. Un texto de Briggs. « J'ai fait jouer quelques faveurs. Reeves penche pour te blanchir complètement. Sullivan et Torres font tous deux face à une sanction non judiciaire. Conduite indigne, réaffectation possible. Le commandant te soutient. J'aurai la confirmation officielle d'ici la fin de la semaine. » John le lut 2 fois. Puis il posa le téléphone face contre la table. « C'est qui? » demanda Lily. « Mon ami, Tom. Il est gentil? »« Oui, ma puce, il est gentil. »« Bien, tu devrais avoir des amis gentils. »« Je devrais. » Cet après-midi-là, pendant que Lily coloriait dans sa chambre, John s'assit sur le canapé et fit quelque chose qu'il ne faisait presque jamais. Il se laissa penser à l'avenir. Pas l'avenir immédiat, pas l'enquête, pas la déposition, pas la politique. Le vrai avenir. L'avenir dans 5 ans. L'avenir où allons-nous à partir de maintenant. Il avait 38 ans, son corps était maintenu par du tissu cicatriciel et de l'entêtement. Il travaillait de nuit à l'hôpital des anciens combattants pour à peine assez d'argent pour couvrir le loyer. Et il prenait des contrats de formation en freelance à côté, parce que l'alternative était de dire à Lily qu'il ne pouvait pas se permettre les chaussures dont elle avait besoin pour l'école. Il était un père célibataire sans famille, sans économie, et avec un dossier de combat que la plupart des gens ne comprenaient pas, ou dont il se fichait. Mais il avait Lily, et Lily l'avait, et c'était de la fondation.
C'était la seule chose qui devait être vraie pour que tout le reste vaille la peine de se battre. Son téléphone vibra de nouveau, numéro différent. Il faillit ne pas répondre. Carter. Sergeant Carter, c'est le capitaine Wells. John se redressa par habitude. Mon capitaine. Je serai bref. L'enquête avance plus vite que prévu. Reeves et Keane ont tous deux soumis des recommandations préliminaires. Vous êtes blanchis de tous mes faits. Sullivan et Torres feront face à une action disciplinaire formelle. Merci, mon capitaine. Ce n'est pas pour ça que j'appelle. John attendit. J'appelle parce que j'ai une proposition à vous faire et j'aimerais que vous m'écoutiez avant de dire non. Je vous écoute. Je veux que vous reveniez à Dam Neck, pas en tant qu'invité, pas pour un jour. Je vous veux comme instructeur permanent dans notre programme de médecine de combat et de survie. Poste complet, avantage complet, salaire du gouvernement. La main de John se resserra sur le téléphone. Mon capitaine, je ne suis pas un SEAL. Je suis au courant de cela, Sergeant. Je suis aussi au courant que vous avez mis 2 de mes meilleurs opérateurs à terre en moins de 4 secondes en utilisant des techniques que la moitié de mes instructeurs ne connaissent pas. Je suis au courant que vous avez plus de déploiements au combat que la plupart des hommes de mon commandement. Et je suis au courant qu'hier, vous avez démontré quelque chose que j'essaie d'enseigner à ces hommes depuis des années. Qu'est-ce que c'est, mon capitaine? Que être dangereux et être contrôlé ne sont pas la même chose, et que l'homme qui maîtrise les deux est celui qui quitte le terrain. John resta silencieux. Il regarda vers le couloir en direction de la chambre de Lily. Il pouvait l'entendre fredonner quelque chose, une chanson de son émission sur les dinosaures, faux et magnifiques. Je peux y réfléchir? Prenez une semaine, mon numéro est sur votre afficheur. Appelez-moi quand vous serez prêt. Oui, mon capitaine. Et Carter? Mon capitaine. Pour ce que ça vaut, je commande des hommes depuis 22 ans. J'ai vu beaucoup de choses impressionnantes pendant cette période. Ce que vous avez fait hier est dans le top 5. Non pas à cause des dégâts que vous avez causés, mais à cause de la retenue que vous avez montrée avant de les causer. Vous avez donné à ces hommes toutes les chances de s'en aller. Cela me dit tout ce que j'ai besoin de savoir sur votre caractère. La ligne se coupa. John resta assis avec le téléphone à la main pendant un long moment. Poste complet, avantage complet, salaire du gouvernement, stabilité, sécurité. Le genre de fondation qui pourrait transformer un appartement de 2 chambres en une maison avec un jardin et un chien. Du fond du couloir, la voix de Lily dériva vers lui. « Papa, comment on appelle Volcan? » Il sourit. C'était petit, mais c'était réel. V-O-L-C-A-N. C'est beaucoup de lettres. C'est un grand mot. Comme dinosaure. Plus grande. Il entendit son crayon gratter contre le papier et il ferma les yeux et laissa le son remplir l'appartement. Le son d'une petite fille épelant un grand mot. Le son de quelque chose pour lequel il valait la peine de se battre. John posa le téléphone sur le canapé, pressa sa main contre ses côtes douloureuses et se permit, pour la première fois depuis très longtemps, de croire que quelque chose de bien pourrait réellement arriver. John n'a pas appelé le capitaine Wells pendant 3 jours. Non pas parce qu'il ne le voulait pas, non pas parce qu'il n'y pensait pas. Il y pensait constamment. À l'hôpital des anciens combattants pendant ses gardes de nuit, sur le parking de l'école de Lily en la déposant, debout dans la cuisine à minuit en mangeant de l'aro campolo froid du Tupperware de Madame Hernandez, tout en fixant les aimants du réfrigérateur qui tenait les dessins de Lily. L'offre était logée dans sa poitrine comme un second battement de cœur, régulier et persistant, impossible à ignorer. Poste complet, avantage complet, salaire du gouvernement. Il retournait les mots dans son esprit comme on retourne une pièce trouvée par terre, vérifiant les 2 côtés, cherchant le piège. Parce que dans l'expérience de John Carter, les bonnes choses n'arrivaient pas comme ça. Les bonnes choses venaient avec des conditions, des petits caractères, avec quelqu'un quelque part voulant quelque chose en retour. Le 4e matin, Lily régla l'affaire sans savoir qu'elle avait réglé quoi que ce soit. Ils mangeaient des céréales à la table de la cuisine. Lily triait tous les morceaux de guimauve de ses Lucky Charms et les mangeait en premier, ce qu'elle faisait tous les matins, malgré que John lui dise tous les matins que les céréales fonctionnaient mieux si on les mangeait toutes ensemble. « Papa, la maison de Maya a un jardin. »« Je sais, et un trampoline. »« Je sais ça aussi. »« On peut avoir un trampoline? Où est-ce qu'on le mettrait? » Elle regarda l'appartement avec l'expression sérieuse d'une enfant de 6 ans,
menant une évaluation structurelle. Dans le salon. Les trampolines ne vont pas dans des salons, ma puce. Ils pourraient si le salon était plus grand. John posa sa cuillère. Tu as raison. Il pourrait. Lily retourna à ses guimauves, satisfaite d'avoir gagné l'argument, ce qui, dans son esprit, était le cas. John la regarda manger, et il pensa au Captain Wells, et il pensa à la maison avec le jardin et le chien, et il pensa aux trampolines. Il prit son téléphone et composa le numéro. Wells répondit à la deuxième sonnerie. « Capitaine Wells. Mon capitaine, c'est Carter. Sergent, je commençais à penser que vous aviez décidé contre. J'avais besoin de quelques jours. Compris. Et j'accepte. Bien, présentez-vous à mon bureau lundi matin, 7 heures. Apportez vos papiers. Nous vous ferons enregistrer et vous fournirons les accréditations d'ici la fin de la journée. Vous commencerez à enseigner la semaine suivante. Oui, mon capitaine. Et Carter, bienvenue à bord. John raccrocha et regarda Lily. Elle avait des résidus de guimauve sur le menton et mangeait maintenant les morceaux sans guimauve avec beaucoup moins d'enthousiasme. « Papa a un nouveau travail, dit-il. Quel genre de travail? Enseigner, comme Madame Patterson. En quelque sorte, mais j'enseigne à des adultes. Lily y réfléchit. Est-ce que les adultes écoutent? John fit rire. Pas toujours. Alors c'est comme Madame Patterson. Il essuya la guimauve de son menton avec son pouce. Oui, ma puce. Je suppose que oui. Le lundi suivant, John franchit les postes de Dame Neck pour la 3e fois. Mais cette fois, le garde au poste ne vérifia pas son badge d'identité 2 fois. Cette fois, le garde vérifia une liste, trouva son nom et lui fit signe de passer avec quelque chose qui ressemblait presque à de la reconnaissance. « Bon retour, Sergent! » John se gara sur le parking réservé au personnel permanent. Il resta assis dans son camion un moment, le moteur cliquetant en refroidissant, et il se permit de reconnaître ce que c'était. Un commencement. Pas un retour à la vie qu'il avait laissée derrière lui. Cette vie était partie et il ne la voulait pas en retour. C'était quelque chose de nouveau. Une façon d'utiliser ce qu'il savait sans perdre ce qu'il avait construit. Il attrapa son sac et entra. Le bureau du capitaine Wells était au 2e étage du bâtiment administratif, au bout d'un couloir qui sentait le polish et le café brûlé. John frappa à 7 heures précises. « Entrez ». Wells était derrière son bureau, lisant quelque chose sur son ordinateur. Il se leva quand John entra et lui tendit la main. « Sergeant Carter, à l'heure. »« Force de l'habitude, mon capitaine. »« Asseyez-vous. » John s'assit. Wells sortit un dossier de son tiroir et le fit glisser sur le bureau. « Voici le marché. Vous serez affecté à la division de formation médicale et de survie au combat. Vous concevrez votre propre programme sous réserve de mon approbation. Vous aurez accès à toutes les installations, équipements et personnel de formation dont vous aurez besoin. Vous rendrez compte directement au lieutenant-commandant Briggs pour les opérations quotidiennes, mais votre poste relève de mon autorité. Compris. Votre premier cours est prévu pour mercredi prochain. 24 opérateurs, niveau d'expérience mixte. Quelques vétérans, quelques gars de première rotation. Je veux que vous commenciez par les bases et que vous construisiez à partir de là. Quelle est ma marge de manœuvre? Considérable. Je ne vais pas vous micro-gérer. Vous savez ce dont ces hommes ont besoin mieux que n'importe quel comité de programme à Washington. Mais j'ai besoin que vous documentiez tout. Plan de cours, évaluation, compte rendu d'après-action. Nous construisons quelque chose ici, Carter, et je veux que ça dure au-delà de votre mandat. John hocha la tête. Mon capitaine, il y a quelque chose que je dois aborder avant de commencer. L'incident. Oui, chaque homme de cette base a vu ce qui s'est passé. Certains vont me respecter pour ça, d'autres vont m'en vouloir. J'ai besoin de savoir que j'ai votre soutien si les choses se compliquent. Wells se pencha en arrière dans son fauteuil. Sergent, soyons clairs. Sullivan et Torres ont reçu une sanction non judiciaire formelle vendredi dernier. Sullivan a été réaffecté à un rôle de soutien en attendant l'examen médical de son genou. Torres est en congé maladie avec un calendrier de retour conditionnel. Tous deux ont reçu des lettres de réprimande dans leur dossier permanent. La chaîne de commandement a parlé. Quiconque a un problème avec votre présence ici a un problème avec moi. C'est suffisant, mon capitaine. Une dernière chose. Wells marqua une pause, choisissant ses mots. Je sais ce que c'est que d'arriver dans un nouvel environnement où les gens ont déjà leur opinion sur vous.
Je suis passé par le renseignement avant de passer aux opérations spéciales. Quand j'ai pris le commandement de cette équipe pour la première fois, la moitié des hommes pensaient que j'étais un gratte-papier qui ne savait pas de quel côté d'un fusil il fallait pointer sur l'ennemi. Ça a pris du temps, mais les actions parlent, Carter, et vos actions ont déjà parlé plus fort que tout ce que je pourrais dire en votre nom. John se leva. Il serra de nouveau la main de Wells. Merci, mon capitaine. Ne me remerciez pas. Rendez juste ces hommes meilleurs. John passa le reste du lundi et tout le mardi à construire son programme. Il travailla dans le petit bureau que Briggs lui avait libéré. Une pièce avec un bureau, une chaise, un tableau blanc et une fenêtre qui donnait sur la zone d'entraînement principale. Il écrivit des plans de cours à la main sur un bloc-notes jaune, de la même manière qu'il avait écrit des rapports de terrain, des évaluations de patients et des lettres à l'école de Lily quand elle était malade. Son écriture était petite et précise. Chaque lettre formée avec la discipline d'un homme qui comprenait que la clarté sauve des vies. Il esquissa un programme de 12 semaines. 4 phases. La phase 1 couvrait l'évaluation de la menace et la réponse immédiate. Comment identifier le danger tout en soignant un blessé? Comment prioriser entre le patient et la menace? La phase 2 couvrait la défense physique. Techniques d'évasion, manipulation articulaire, armes improvisées. La phase 3 couvrait l'intégration d'équipe. Comment travailler avec les opérateurs pour créer un périmètre défensif pendant que le traitement médical était en cours? La phase 4 était de la simulation en direct, entraînement en scénario complet avec des acteurs, des blessés simulés et des forces hostiles. Il était plongé dans les détails de la phase 2 quand on frappa à sa porte. C'est ouvert. Briggs entra, portant 2 tasses de café. Il en posa une sur le bureau de John sans demander. « On dirait que tu n'as pas bougé depuis 6 heures. » « C'est le cas. » Briggs tira une chaise. « Comment avance le programme? » « Ça avance. 12 semaines, 4 phases. J'aurai le plan complet pour Wells d'ici demain. » « Bien. » Briggs sirota son café. « Écoute, il y a quelque chose que je dois te dire, et je voulais te le dire en personne. » John leva les yeux de son bloc-notes. « Sullivan est passé à mon bureau ce matin. » John posa son stylo. « Et? Il est en béquille, une attelle de genou de la taille d'un annuaire téléphonique. Il doit se faire opérer la semaine prochaine. Reconstruction complète du LCA, plus réparation du ligament latéral. Son chirurgien dit 12 mois minimum avant qu'il ne soit de nouveau opérationnel, et même là, il n'y a aucune garantie qu'il passera les normes physiques. C'est un chemin difficile. Ça l'est, et il le sait. Il est venu à mon bureau pour poser des questions sur toi. Qu'est-ce qu'il voulait savoir? Il voulait savoir si tu revenais. Je lui ai dit que tu avais accepté un poste permanent. Il est resté silencieux un long moment. Puis, il m'a demandé de te transmettre un message. John attendit. Briggs le regarda dans les yeux. Il a dit, « Dites à Carter que j'ai mérité ce que j'ai eu. » C'est tout. C'est tout ce qu'il a dit. John laissa ces mots flotter dans la pièce un moment. Il s'était attendu à de la colère. Il s'était attendu à des menaces, des reproches ou le genre de déni amer que les hommes utilisent pour protéger leur ego quand ils ont été battus. Mais Derek Sullivan n'avait rien fait de tout ça. Il était entré dans le bureau de Briggs en béquille et avait dit 6 mots qui disaient à John tout ce qu'il avait besoin de savoir sur l'homme sous l'arrogance. « Il l'a mérité, » dit John doucement. « Je sais. Est-ce qu'il va poser problème? » Je ne pense pas. Je pense que se faire détruire le genou devant toute l'unité a été l'expérience la plus humiliante de sa vie. Et je pense qu'il est assez intelligent pour en tirer des leçons. Et Torres? Pas de nouvelles de Torres. Sa femme a appelé le bureau administratif pour des questions sur ses prestations médicales. Mais c'est tout. Il est toujours en congé. John reprit son stylo. D'accord. Briggs se leva. Ton premier cours est dans 8 jours. Tu es prêt? Je le serai. Briggs s'arrêta à la porte. John. Oui? Je suis content que tu aies pris le poste. Moi aussi, Tom. Le premier cours eut lieu un mercredi et John arriva 2 heures en avance. Il se tenait dans le ring d'entraînement où, moins de 2 semaines auparavant, il avait brisé le corps de 2 hommes. Le tapis avait été nettoyé, remplacé. Il n'y avait aucune preuve physique que quoi que ce soit se soit passé ici. Mais le souvenir vivait dans les murs de béton, dans l'air, dans la façon dont chaque homme qui passait devant le ring y jetait un regard un peu plus long qu'il n'aurait dû.
À 9 heures, 24 hommes entrèrent. Ils se disposèrent en un demi-cercle lâche autour du ring, debout parce que John ne leur avait pas dit de s'asseoir. Certains étaient des visages qu'ils reconnaissaient de la foule ce jour-là. Certains étaient nouveaux. Tous le regardaient avec une intensité qui allait au-delà de la simple attention. Ils mesuraient, évaluaient, décidaient. John entra dans le ring. Mon nom est Sergeant John Carter. Je suis votre instructeur pour le programme de survie médicale au combat. Au cours des 12 prochaines semaines, je vais vous apprendre à rester en vie quand tout ce qui vous entoure essaie de vous tuer et que vous avez les mains dans la poitrine d'un autre homme pour essayer de le maintenir en vie en même temps. Personne ne bougea. Soyons clairs sur quelque chose. Le départ. Je ne suis pas un SEAL. Je n'ai jamais été un SEAL. Je suis un infirmier des forces spéciales. J'ai passé ma carrière dans des endroits où l'aide la plus proche était à des heures de distance, et la seule chose entre un homme mourant et un sac mortuaire, c'était moi. C'est mon expertise. C'est ce que je suis ici pour partager. Une main se leva à l'arrière. Un jeune gars, bâti comme un boxeur poids moyen. Sergeant Carter, allons-nous parler de ce qui s'est passé dans ce ring il y a 2 semaines? La pièce se tendit. Chaque homme dans le demi-cercle semblait retenir son souffle. John regarda le jeune opérateur. « Quel est votre nom? » « Second maître de 2e classe Garrett. Danny Garrett. Garrett, ce qui s'est passé dans ce ring il y a 2 semaines est exactement ce que je vais vous apprendre à prévenir. 2 opérateurs ont attaqué un infirmier et ont supposé que l'infirmier ne pouvait pas se défendre. Ils avaient tort. Dans une situation de combat réel, ce genre de supposition tue des gens. Pas seulement l'infirmier, le blessé que l'infirmier soigne, l'équipe qui attend que l'infirmier sauve leur gars. Une mauvaise supposition et toute la chaîne se brise. C'est ce que nous sommes ici pour réparer. Garrett hocha la tête. La tension se relâcha. Pas entièrement, mais assez. Maintenant, dit John, j'ai besoin d'un volontaire. Quelqu'un qui se pense rapide. Personne ne bougea pendant un moment. Puis, Ryan Holt, le jeune SEAL du parking, s'avança. J'y vais, Sergeant. John faillit sourire. Monte sur le ring, Holt. Holt monta sur le tapis. John le positionna à genoux, simulant une posture de traitement sur un blessé imaginaire. Tu traites une blessure par balle à l'abdomen. Tu penses à la blessure, tu appliques une pression. Tes mains sont pleines. Ton attention est portée vers le bas. Maintenant, quelqu'un t'attrape par derrière. John se déplaça derrière Holt et l'enlaça dans une prise de l'ours, immobilisant les bras de Holt contre ses flancs. « Qu'est-ce que tu fais? » Holt essaya immédiatement de se dégager par la force, contractant ses bras contre la prise de John. Il était fort, la force d'un SEAL, mais la prise de John ne bougea pas. « La force ne te sauvera pas ici, dit John. Je suis plus lourd que toi et j'ai l'avantage. Si tu essaies de te débattre, tu t'épuiseras en 10 secondes et ton patient se videra de son sang pendant que tu gaspilles de l'énergie. Essaie encore. » Holt lutta un autre moment, puis s'arrêta. « Je ne sais pas, Sergeant. »« Bien, c'est la bonne réponse. Tu ne sais pas, alors tu apprends. » John le relâcha et recula. « La réponse, ce sont les angles. Tu ne combats pas la prise. Tu changes l'angle. » Il le démontra, lentement d'abord, puis à pleine vitesse. Un déhanchement qui brisait le plan de la prise. Une rotation de l'épaule qui créait de l'espace. Un coude qui trouvait la brèche entre les bras de l'attaquant. 3 secondes, et il était libre, se retournant déjà vers le blessé imaginaire au sol. Ton patient est toujours en vie, tu es toujours en vie, et l'attaquant est déséquilibré et à 1 mètre de distance. C'est tout ce dont tu as besoin. 1 mètre et 2 secondes. Il regarda le groupe. Mettez-vous par 2. Nous allons faire cet exercice 50 fois chacun. Les hommes bougèrent. Ils se mirent en binôme. Ils s'entraînèrent. Ils luttèrent. Ils apprirent. John se déplaçait parmi eux, corrigeant la posture, ajustant la technique, démontrant les transitions. Il parlait en phrases courtes et précises. Il ne louait pas inutilement et il ne critiquait pas sans enseigner. Quand quelqu'un réussissait, il disait « bien » et passait à autre chose. Quand quelqu'un se trompait, il l'arrêtait, lui montrait pourquoi et le faisait recommencer. À la fin de l'heure, quelque chose avait changé. Le scepticisme qui flottait dans l'air quand les hommes étaient entrés était toujours là.
mais il était plus mince maintenant, dilué par le fait indéniable que les techniques que John enseignait fonctionnaient et que l'homme qui les enseignait savait exactement de quoi il parlait. Alors que la classe sortait, Holt resta en arrière. Surgeon Carter. Holt. C'était le meilleur bloc d'entraînement que j'ai eu depuis que je suis dans les équipes. Ne laisse pas tes autres instructeurs t'entendre dire ça. Je suis sérieux. Ce que vous enseignez, ce n'est dans aucun manuel que j'ai lu. C'est parce que les gens qui écrivent les manuels ne se font pas se tirer dessus. Holt sourit, puis il redevint sérieux. J'ai entendu dire que Sullivan est venu voir Briggs. Les nouvelles vont vite ici. C'est une petite base, les gens parlent. Est-ce que Sullivan va vous causer des problèmes? John secoua la tête. Non, il ne le fera pas. Comment pouvez-vous en être sûr? Parce que Sullivan est un guerrier, Holt. Il a pris une mauvaise décision et il en a payé le prix. Mais les guerriers apprennent. Ce sont les hommes qui ne peuvent pas apprendre dont il faut s'inquiéter. Holt y réfléchit. Vous pensez qu'il reviendra? Je pense que si quelqu'un peut revenir d'un genou explosé et réussir à nouveau les normes physiques, c'est un homme qui opère depuis 12 ans et qui a quelque chose à prouver. À qui? À lui-même. C'est la seule personne qui compte. Holt partit et John resta seul dans le ring d'entraînement. Il pressa sa main contre ses côtes. L'ecchymose s'estompait maintenant, jaune sur les bords, encore sombre au centre, mais la douleur vive s'était transformée en une douleur sourde qu'il pouvait ignorer s'il restait occupé. Rester occupé n'avait jamais été un problème. Il sortit son téléphone. Un texto de Madame Hernandez. Lily t'a fait quelque chose à l'école aujourd'hui. Elle dit que c'est une surprise et je n'ai pas le droit de te dire ce que c'est. Je te le dis quand même. C'est une carte qui dit « Meilleur papa ». Elle a utilisé des paillettes. John le lut 2 fois. Il mit le téléphone dans sa poche et commença à nettoyer la zone d'entraînement. Le soir, Lily présenta la carte avec le genre de cérémonie habituellement réservée aux occasions d'État. Elle fit fermer les yeux à John, plaça la carte dans ses mains, puis lui dit de les ouvrir. La carte était en papier de construction, pliée de manière inégale, avec « Meilleur papa » écrit au marqueur violet sur le devant. Les paillettes étaient partout. Sur la carte, sur la table, sur les mains de Lily, dans ses cheveux. À l'intérieur, elle avait dessiné 2 bonshommes allumettes se tenant la main. Le grand avait un pansement sur le côté. John fixa le pansement pendant un long moment. « Papa, tu aimes? J'adore, ma puce. J'ai mis le pansement parce que tu as dit que tu t'étais fait mal au travail. Alors je t'ai fait un pansement pour que ça aille mieux. » Il la prit sur ses genoux. La carte tremblait légèrement dans sa main, et il réalisa que c'était parce que sa main tremblait, et il ne pouvait pas l'arrêter. Il la serra fort, pressant son visage contre ses cheveux, et il respira l'odeur de terre de terrain de jeu, de colle et de paillettes. Et pendant quelques secondes, le monde se réduisit à eux deux dans une petite cuisine de Virginia Beach. « Est-ce que ça marche? » demanda Lily. « Le pansement. » La voix de John sortit rauque. « Oui, ma puce, ça marche. Bien parce que je n'avais qu'un seul autocollant de pansement, et Tyler le voulait, mais j'ai dit non parce que mon papa en avait plus besoin. » « Tu as dit ça à Tyler? » »« Oui, il a dit que son père n'a pas besoin de pansement parce que son père travaille sur un ordinateur. J'ai dit que mon père travaille avec des soldats, et parfois les soldats se blessent. »« Qu'a dit Tyler? » »« Il a dit que c'était cool. Tyler a l'air d'être un gamin intelligent. Il est pas mal. Il mange de la pâte à Muddler parfois. » John rit. C'est sorti avant qu'il ne puisse l'arrêter. Un vrai rire plein qui partit de sa poitrine et poussa contre ses côtes meurtries et fit mal de la meilleure façon possible. Lily sourit, ravie de l'avoir fait rire, ne comprenant pas pourquoi, mais n'ayant pas besoin de comprendre. Elle avait 6 ans. Le rire n'avait pas besoin de raison. Il mit la carte sur le réfrigérateur, juste à côté de la maison avec un jardin et un chien. Il utilisa l'aimant le plus fort, celui en forme de crabe qu'ils avaient acheté à la plage l'été dernier. Il recula et la regarda, puis il regarda tous les dessins de Lily ensemble. La Mahon, le dinosaure, les 2 bonshommes allumettes se tenant la main, et maintenant la carte du meilleur papa avec le pansement et les paillettes. C'était sa vie sur une porte de réfrigérateur. Tout ce qui comptait. Tout ce qui valait la peine d'être protégé. Il prépara le dîner. Des spaghettis, parce que c'était mercredi, et le mercredi, c'était de la soirée spaghetti.
Une tradition que Lily avait établie il y a 4 mois avec l'autorité inébranlable d'un enfant qui comprenait que les routines étaient importantes, même si elle ne pouvait pas expliquer pourquoi. Ils mangèrent à la table de la cuisine, Lily enroulant ses nouilles autour de sa fourchette avec plus d'enthousiasme que d'habileté. De la sauce sur son menton, de la sauce sur sa chemise, de la sauce, d'une manière ou d'une autre, sur son coude. Papa, tu vas travailler à l'endroit des soldats tous les jours maintenant? La plupart des jours, oui. Tu aimes ça? John y réfléchit. Il pensa aux 24 hommes qui s'étaient tenus dans son ring aujourd'hui et avaient appris quelque chose de réel. Il pensa au visage de Holt quand la technique avait cliqué. Il pensa au son du tapis sous leurs pieds alors qu'ils répétaient le même mouvement encore et encore, devenant plus rapide, plus précis, meilleur. Il pensa à ce que c'était que d'enseigner quelque chose qui pourrait, un jour, maintenir l'un de ces hommes en vie. Oui, ma puce, j'aime ça. Plus que l'hôpital. Différent, j'aime aussi l'hôpital, mais ça ressemble plus à ce que je suis censé faire. Qu'est-ce que tu es censé faire? Aider les gens à être prêts pour les choses difficiles. Lily hocha la tête, absorbant cela comme elle absorbait tout, complètement et sans jugement. Je suis prête pour les choses difficiles, moi aussi. Je sais que tu l'es. Comme les barres de singe? Exactement comme les barres de singe. Elle sourit et retourna à ses spaghettis, et John la regarda, et il sentit quelque chose s'installer dans sa poitrine. Pas la douleur, elle était toujours là, s'estompant mais présente, quelque chose d'autre, quelque chose qui ressemblait à un sol enfin solide sous ses pieds après des années de marche sur du sable. Il fit de la vaisselle. Il vérifia les serrures. Il vérifia la fenêtre de Lily. Il vérifia la porte de derrière. La même patrouille, la même routine, la même discipline. Mais ce soir, c'était différent. Ce soir, cela ressemblait moins à se prémunir contre quelque chose et plus à protéger quelque chose qui valait la peine d'être possédé. Lily était déjà au lit quand son téléphone vibra une dernière fois, un texto d'un numéro inconnu. Carter, c'est Sullivan. Briggs m'a donné ton numéro. Je voulais que tu saches que je me fais opérer jeudi. Reconstruction du LCA. Le docteur dit 12 mois. Je vais le faire en 9. Quand ce sera fait, je veux être dans ta classe. Pas pour prouver quoi que ce soit, parce que ce que tu enseignes est réel, et j'aurais dû le voir depuis le début. John le lut 3 fois. Il tapa 4 mots en retour. Je te garderai une place. Il posa le téléphone sur la table de chevet, remonta la couverture et ferma les yeux. À travers le mur, le ventilateur de Lily bourdonnait. À travers le mur, sa fille respirait les respirations lentes et régulières d'un enfant qui se sentait en sécurité. Et John Carter, le père célibataire, l'infirmier, l'homme qui avait brisé 2 opérateurs devant 282 Navy SEALs, était allongé dans le noir et écoutait cette respiration. Et il la laissa être le seul son au monde. Ses côtes lui faisaient encore mal, mais la carte sur le réfrigérateur avait un pansement. Et Lily disait que ça marchait. Et ce soir, pour la première fois depuis plus longtemps qu'il ne pouvait s'en souvenir, John Carter l'a cru. 9 mois. Derek Sullivan avait dit 9, et John l'avait noté de la même manière qu'il notait tout, tranquillement, sans commentaire, attendant de voir si les mots deviendraient une vérité ou juste une autre promesse qui s'estomperait sous le poids de la réalité. Il avait vu des hommes faire des promesses comme ça avant, dans les hôpitaux, les salles de réveil, à l'arrière des hélicoptères de transport avec leurs jambes enveloppées de bandages et leurs yeux pleins de feu. La plupart le pensaient quand ils le disaient. Tous ne tenaient pas parole. Sullivan a tenu parole. John faisait passer sa 8e classe par un exercice de simulation en direct quand Briggs apparut au bord de la zone d'entraînement. C'était un mardi matin, début d'automne, et John avait 22 opérateurs en rotation dans un scénario qu'il avait conçu spécifiquement pour les briser. Une embuscade avec plusieurs victimes et des acteurs hostiles se rapprochant de 3 directions pendant que l'infirmier essayait de trier et de traiter sous le feu. Le scénario était brutal. Il était censé l'être. La réalité était brutale, et John avait cessé de faire semblant il y a longtemps. Il a appelé une pause quand il a vu le visage de Briggs. « Prenez 5 minutes », a-t-il dit à la classe. Les hommes ont rompu la formation et se sont dirigés vers le point D. John s'est approché de Briggs. « Qu'est-ce qu'il y a? » Sullivan a passé son évaluation physique ce matin. John s'est arrêté. Son délai était de 12 mois. Il l'a fait en 9 comme il l'avait dit. Récupération complète du LCA.
Intégrité du ligament latéral confirmée. Normes physiques et respectées sur toute la ligne. L'équipe médicale a donné son accord il y a 1 heure. Et son statut opérationnel? Rétabli avec effet immédiat. Briggs a marqué une pause. Il demande à rejoindre ton prochain cycle de cours. John a regardé la zone d'entraînement. Sa classe actuelle était à mi-chemin de la semaine 8. Le prochain cycle commençait dans 4 semaines. 20 places déjà remplies à partir de la liste d'attente qui s'était allongée régulièrement depuis que le programme de John avait acquis la réputation d'être le bloc d'entraînement le plus exigeant et le plus efficace de la base. La liste est pleine, a dit John. Je sais. Alors tu connais la réponse. John, l'homme a reconstruit son genou en 9 mois. Il a suivi 14 semaines de thérapie physique, 6 semaines de rééducation indépendante et 4 semaines d'entraînement de préqualification. Il a fait tout ça sur son temps libre, sans se plaindre, sans demander de traitement de faveur. Et maintenant, il demande une chose, être dans ta classe. John est resté silencieux un long moment. Il a regardé ses opérateurs se regrouper au point d'eau, a vu Holt parler à Garrett, a vu la façon dont les hommes se déplaçaient les uns autour des autres, avec une sorte de confiance qui ne vient que de la souffrance partagée et du but commun. Une condition, a dit John. Dites-la. Il commence en bas de l'échelle. Pas d'ancienneté, pas de traitement de baveur. C'est un étudiant comme les autres. S'il ne peut pas suivre, il est dehors. Même règle. Briggs a hoché la tête. Je lui dirai. Et Briggs, oui. Dis-lui que j'ai dit bon retour. 4 semaines plus tard, Derek Sullivan entra dans le ring d'entraînement de John sur 2 jambes solides et un genou qui avait été reconstruit de l'intérieur. Il était plus mince que dans le souvenir de John. La perte musculaire due à des mois de mobilité limitée était visible même à travers son treillis. Son visage était différent aussi. L'arrogance qu'il avait définie 9 mois auparavant avait disparu, remplacée par quelque chose de plus difficile à nommer. Pas de l'humilité, exactement. Quelque chose de plus proche de la clarté. Le regard d'un homme qui avait passé 9 mois à fixer un plafond, rejouant 4 secondes encore et encore, et qui en était sorti avec une nouvelle compréhension de qui il était et de qui il voulait être. La classe était assemblée. 23 opérateurs plus Sullivan. La plupart connaissaient l'histoire. Tous regardaient. John se tenait au centre du ring et regarda Sullivan. Second Maître Sullivan. Surgeon Carter. Vous êtes dans ma classe maintenant. Vous connaissez les règles? Je connais les règles. Alors trouvez une place et tenez-vous prêts. Sullivan se dirigea vers l'arrière du groupe et prit position. Il n'essaya pas de se pousser à l'avant. Il n'établit pas de contact visuel avec les autres opérateurs. Il se tenait juste là, les pieds écartés à la largeur des épaules, les mains le long du corps, prêt. John commença la classe. Il les poussa fort cette première semaine, plus fort qu'il n'avait poussé aucune classe auparavant, non pas à cause de Sullivan, mais parce que ce groupe était avancé, des opérateurs avec de multiples déploiements, des hommes qui avaient déjà suivi le programme de base et étaient maintenant dans le cycle avancé. Les techniques étaient plus complexes, les scénarios plus chaotiques, la marge d'erreur plus petite. John exigeait de la précision et il l'obtenait ou il leur faisait répéter l'exercice jusqu'à ce qu'ils l'obtiennent. Sullivan luttait. Son genou tenait, mais 9 mois loin de l'entraînement lui avaient coûté en vitesse et en réflexe. Dans les exercices en binôme, il était une demi-seconde trop lent sur les transitions. Dans les techniques d'évasion, son mouvement latéral était raide. John le corrigeait de la même manière qu'il corrigeait tout le monde, directement, spécifiquement, sans adoucir le message. Tu télégraphies le déhanchement. Le temps que tu bouges, ton partenaire sait déjà où tu vas. Encore. La répartition de ton poids est mauvaise. Tu favorises le genou droit. Si tu continues comme ça, tu compenseras dans une situation réelle et tu te feras prendre. Équilibre. Encore. Trop lent. La fenêtre est de 2 secondes. Tu en prends 4. Ce sont 2 secondes que ton patient n'a pas. Encore. Sullivan accepta chaque correction sans argumenter. Il répétait les mouvements encore et encore, restant après les cours quand les autres opérateurs partaient, travaillant seul dans le ring avec une sorte d'intensité concentrée que John reconnaissait parce qu'il l'avait vécu lui-même. L'intensité d'un homme se reconstruisant à partir de 0. Après la 3e semaine, Sullivan resta de nouveau tard. John rangeait le matériel d'entraînement quand il entendit la voix de Sullivan derrière lui. « Surgeon Carter », John se retourna.
Sullivan se tenait au bord du ring trempé de sueur, son attelle de genoux visible sous son treillis. Il avait l'air épuisé de la manière dont seul un travail honnête peut rendre une personne. Sullivan, j'ai besoin de vous dire quelque chose et j'ai besoin que vous me laissiez le dire. John posa le sac de matériel. Allez-y. Sullivan prit une inspiration. Il y a 9 mois, je suis entré dans ce ring et je vous ai attaqué. Je l'ai fait parce que je pensais que vous étiez inférieur à moi. Je pensais qu'un infirmier n'avait rien à faire devant des opérateurs pour leur apprendre quoi que ce soit. Je pensais que mes 12 ans dans les équipes me rendaient meilleur qu'un homme dont je n'avais jamais pris la peine d'apprendre quoi que ce soit. Il marqua une pause. Sa mâchoire travaillait comme s'il mâchait quelque chose qui avait mauvais goût. J'avais tort. J'avais tort sur vous, et j'avais tort sur ce que signifie la force. J'ai passé 9 mois en béquille à regarder mon équipe se déployer sans moi. À regarder ma carrière ne tenir qu'à un fil parce que je ne pouvais pas contrôler mon ego pendant 5 minutes. Et chaque jour de ces 9 mois, j'ai pensé à ce ring. J'ai pensé à la façon dont vous vous êtes relevé de ce tapis. Pas en colère, pas effrayé, juste concentré. Comme si vous aviez déjà décidé de ce qui allait se passer et que vous attendiez juste que le reste d'entre nous rattrape. John ne parla pas. Il laissa Sullivan avoir la parole. J'ai dit à Briggs que j'avais mérité ce que j'avais eu. Je le pensais alors, et je le pense maintenant. Mais j'ai besoin que vous sachiez autre chose. J'ai besoin que vous sachiez que ce que vous m'avez fait a été la meilleure chose qui soit arrivée à ma carrière. Parce que ça m'a montré que je me reposais sur ma réputation et mes muscles depuis des années et que j'avais cessé d'apprendre. J'avais cessé de grandir. Et un homme qui cesse de grandir dans ce métier est un homme qui se fait tuer ou qui fait tuer quelqu'un d'autre. La voix de Sullivan avait changé. La dureté était toujours là. Sullivan serait toujours dur. C'était juste qui il était. Mais en dessous, il y avait quelque chose de brut, quelque chose de réel. Je ne suis pas ici pour faire amende honorable, sergent. Je suis ici parce que vous êtes le meilleur instructeur que j'ai jamais vu. Et je veux apprendre ce que vous avez à enseigner. C'est tout. John le regarda un long moment. Il vit la telle de genoux. Il vit la silhouette plus mince. Il vit les yeux, plus les yeux d'un homme qui se croyait invincible, mais les yeux d'un homme qui avait appris le prix de cette illusion. Sullivan, il y a 9 mois, je vous ai cassé le genou. Je l'ai fait parce que je le devais, pas parce que je le voulais. J'y ai pensé aussi. Pas tous les jours, mais assez. Et voici ce que j'ai fini par comprendre de ce qui s'est passé dans ce ring. Ce n'était pas à propos de vous et moi. C'était à propos de ce qui se passe quand l'ego remplace la discipline, quand l'orgueil remplace le jugement. Chaque homme de cette base l'a vu et chaque homme en a tiré quelque chose de différent. Certains en ont tiré de la peur, certains du respect. Mais la seule chose que je voulais que quiconque en tire, c'était ceci. L'homme le plus dangereux dans n'importe quelle pièce n'est pas le plus fort ou le plus rapide. C'est celui qui sait exactement de quoi il est capable et qui choisit de ne pas l'utiliser jusqu'à ce qu'il n'y ait pas d'autre option. Sullivan hocha lentement la tête. Je comprends ça maintenant. Bien, alors présentez-vous demain prêt à travailler. Vous êtes toujours une demi-seconde trop lent sur vos transitions. Et je ne vous laisserai pas passer à la phase 3 tant que vous n'aurez pas corrigé ça. Pour la première fois depuis le jour de leur rencontre, Sullivan sourit. Pas le sourire hostile et provocateur d'il y a 9 mois. Un vrai. Oui, sergent. Il se tourna et sortit du ring. John le regarda partir et quelque chose changea en lui. Un nœud qu'il n'avait pas réalisé qu'il portait se desserra d'une fraction. Pas disparu. Pas encore, mais se desserrant. Les semaines passèrent. Sullivan s'améliora. Sa vitesse revint d'abord, puis son mouvement latéral. Puis la fluidité instinctive qui séparait les opérateurs de tous les autres. À la semaine 8, il était dans le top 5 de la classe. À la semaine 10, il faisait équipe avec Holt dans les exercices avancés. Et les deux bougeaient ensemble avec une coordination qui fit que John s'arrêta pour regarder. Non pas parce que c'était parfait, mais parce que c'était quelque chose auquel il ne s'était pas attendu. Un homme qui l'avait attaqué 9 mois auparavant et un homme qui l'avait approché sur un parking, travaillant maintenant ensemble, se faisant confiance, construisant quelque chose. Le jour de la remise des diplômes, John se tint devant la classe pour la dernière fois. 24 opérateurs, y compris Sullivan, y compris Holt,
y compris des hommes qui étaient arrivés sceptiques et repartaient transformés. Pas transformés par John. Il ne prétendrait jamais cela. Transformés par le travail. Transformés par la compréhension que la survie ne consistait pas à être le plus grand ou le plus fort. C'était d'être prêt. Il ne fit pas de discours. Les discours n'étaient pas son style. Il dit 4 phrases. Vous êtes venu ici en pensant que vous saviez comment survivre. Maintenant, vous le savez vraiment. N'oubliez pas ce que vous avez appris et n'arrêtez jamais d'apprendre. C'était tout. Les hommes sortirent. Certains lui serrèrent la main. Certains hochèrent la tête. Holt salua, ce qui fit secouer la tête à John car il avait dit au gamin une douzaine de fois qu'il n'avait pas besoin de saluer un sergent. Sullivan fut le dernier à partir. Il s'arrêta devant John. Ah, John. Et pendant un moment, aucun d'eux ne parla. Puis Sullivan tendit la main. John la prit. Merci, Surgeon. Tu l'as mérité, Sullivan. Chaque parcelle. Sullivan maintint la poignée de main une seconde de plus, puis la relâcha et sortit. Sa démarche était régulière. Son genou était solide. Il se déplaçait comme un homme qui avait été brisé et reconstruit, et qui était plus fort aux endroits où les fractures avaient été. John se tenait seul dans le ring. Il sortit son téléphone et lut un texto qui était arrivé pendant la cérémonie. « Papa, j'ai perdu ma dent à l'école. Madame Patterson l'a mise dans un sac. Est-ce que la petite souris existe vraiment? » Maya dit non, mais je pense que Maya a tort. Il tapa en retour. « La petite souris existe absolument. Garde la dent. Je serai à la maison pour 6 heures. »« On peut avoir de la glace? » »« C'est mardi. »« Et alors? »« Alors, oui, on peut avoir de la glace. » Il mit le téléphone dans sa poche et commença à nettoyer la zone d'entraînement. Les tapis, l'équipement, les marqueurs des couloirs de simulation. Il le fit comme il faisait tout, méthodiquement, minutieusement, sans raccourci. Quand il eut fini, le ring était propre, prêt pour la prochaine classe, prêt pour le prochain groupe d'hommes qui entreraient sceptiques et sortiraient inchangés. Son téléphone vibra de nouveau. Captain Wells. « Carter, mon bureau quand vous serez libre. » Il se dirigea vers le bâtiment administratif et frappa à la porte de Wells. « Entrez. » Wells se tenait près de la fenêtre, ce qui était inhabituel. Il était généralement derrière son bureau, enseveli sous la paperasse. Aujourd'hui, il regardait la baise avec l'expression d'un homme sur le point de dire quelque chose d'important. « Asseyez-vous, Carter. » John s'assit. « Je vais aller droit au but. Le programme que vous avez construit ici a attiré l'attention au plus haut niveau. Le SOCOM suit votre programme depuis 4 mois. Vos taux de réussite, vos indicateurs de performance, vos évaluations d'étudiants, tout ça. La semaine dernière, j'ai reçu une demande de l'Association médicale des opérations spéciales pour présenter votre programme à leur conférence annuelle à Tampa. » John cligna des yeux. « Le présenter? Votre programme, votre méthodologie, vos résultats. Ils veulent que vous vous teniez devant 300 des meilleurs professionnels de la médecine des opérations spéciales du pays et que vous leur montriez ce que vous avez construit. Mon capitaine, je suis un sergent. Je donne des cours dans un ring d'entraînement. Je ne fais pas de présentation à des conférences. Vous en faites maintenant. » Wells se détourna de la fenêtre. « Carter, ce que vous avez construit ici n'est pas seulement un programme d'entraînement. C'est un modèle. D'autres unités posent des questions à ce sujet. D'autres branches de l'armée posent des questions. Ce qui a commencé comme une faveur à Briggs est devenu l'un des programmes de survie au combat les plus efficaces des opérations spéciales. Et c'est arrivé parce que vous êtes entré dans ce ring et avez montré à 282 hommes quelque chose qu'ils n'avaient jamais vu auparavant. » John resta silencieux. « La conférence est dans 6 semaines. Je m'occuperai de l'autorisation de voyage et de la logistique. Tout ce que vous avez à faire est de préparer votre présentation et de vous présenter. » « Et Lily? » Wells marqua une pause. « Amenez-la. Tampa a de belles plages. Elle va adorer. » John faillit sourire. « Elle voudra savoir s'il y a des dinosaures. Dites-lui que le musée d'histoire naturelle est à 10 minutes du centre de convention. » John se leva. « Je le ferai. Je sais que vous le ferez. » Il rentra chez lui cet après-midi-là avec les fenêtres baissées et la radio éteinte. Le silence faisait du bien. Propre. Comme le silence après une longue opération, quand les tirs cessent et que la poussière retombe et que vous réalisez que vous respirez encore. Il alla chercher Lily à l'appartement de Madame Hernandez.
Elle courut vers lui la bouche ouverte, lui montrant le trou où sa dent avait été. Regarde, papa, regarde. C'est un grand trou, ma puce. Je sais. Je peux passer ma langue à travers. Regarde. Elle le démontra. C'était, objectivement, dégoûtant. Et c'était aussi la meilleure chose que John ait vue de la journée. Ils prirent une glace à l'endroit sur Shore Drive. Lily prit fraise avec des vermicelles. John prit café. Ils s'assirent sur un banc dehors et mangèrent en silence pendant quelques minutes, ce qui était inhabituel pour Lily, qui remplissait normalement chaque silence de mots. Papa, oui, ma puce. Tu es heureux? La question le prit au dépourvu, non pas parce qu'elle était compliquée, mais parce qu'elle était simple. Et les questions simples de Lily avaient le don de tout traverser. Il y réfléchit. Vraiment. Il pensa à l'appartement qui était toujours petit et aux meubles qui venaient toujours de la friperie. Il pensa aux factures qui arrivaient toujours chaque mois et aux comptes en banque qui s'amincissaient toujours à la troisième semaine. Il pensa à ses côtes, qui avaient finalement cessé de lui faire mal. Il pensa au ring de Dam Neck et aux hommes qui y entraient et à l'homme qu'il devenait quand il se tenait au centre. Il pensa à la poignée de main de Sullivan, au salut de Holt, à l'offre de Wells et à la conférence à Tampa. Il pensa à la porte du réfrigérateur couverte de dessins et à une carte de meilleur papa avec un pansement en paillettes. Oui, ma puce, je suis heureux. Bien, parce qu'avant, tu avais souvent l'air triste. Je sais, tu n'as plus l'air triste. Je ne me sens plus triste. Elle se pencha contre lui, sa glace coulant sur sa manche, et il ne bougea pas. Il laissa la fraise fondre dans sa chemise parce que certaines choses comptent plus que des vêtements propres. Papa, on peut avoir un chien. On verra. Ça veut dire non. Ça veut dire on verra. Maya a dit que quand sa mère a dit on verra, ils ont eu un chiot 2 semaines plus tard. La mère de Maya et moi avons des définitions différentes de on verra. Lily sourit, le trou dans ses dents la faisant ressembler à un petit pirate. Je vais te le redemander demain. Je sais que tu le feras. Et le jour d'après. Je sais. Et le jour d'après, ça. Lily. Et le jour d'après, ça. Il la serra contre lui. Elle gloussa, se tortillant contre son flanc, et le son de son rire remplit le parking, l'air du soir, et chaque espace vide en lui qui avait été creux pendant des années. Cette nuit-là, après que Lily se soit endormie, John se tenait dans la cuisine et regardait la porte du réfrigérateur. La maison avec le jardin et le chien. Le dinosaure. Les 2 bonchums allumettes se tenant la main. La carte du meilleur papa avec un pansement en paillettes. Et maintenant, niché dans le coin sous l'aimant en forme de crabe, un nouveau dessin que Lily avait fait à l'école ce jour-là. 2 silhouettes à nouveau. Une grande, une petite. La grande se tenait devant un groupe de silhouettes plus petites, comme s'il leur enseignait quelque chose. En dessous, dans l'écriture inégale de Lily, il était écrit « Mon papa aide les gens ». John toucha le bord du dessin du bout du doigt. Il vérifia la serrure de la porte d'entrée. Il vérifia la fenêtre de Lily. Il vérifia la porte de derrière. La même patrouille, la même routine. Mais ce soir, debout dans le couloir entre les serrures et le silence, John Carter comprit quelque chose qu'il n'avait pas compris avant. Il avait passé toute sa vie d'adulte à survivre. Survivre au combat, survivre à la perte, survivre au sentiment de vide qui venait après la violence et aux nuits blanches qui venaient d'après la survie. Il avait été si concentré sur le fait de passer chaque journée qu'il avait oublié qu'il était censé y avoir quelque chose de l'autre côté. Une vie, pas seulement une existence, pas seulement une rotation de garde, de factures et de patrouille d'un appartement de 2 chambres. Une vie avec un but, avec des gens qui comptaient sur lui non seulement parce qu'il pouvait les maintenir en vie, mais parce qu'il rendait leur vie meilleure en y étant. Lily lui avait donné ça. Elle le lui avait donné le jour de sa naissance. Et elle le lui donnait à nouveau chaque matin quand elle sortait de sa chambre, en courant avec ses cheveux en bataille, ses chaussettes dépareillées et sa voix pleine de questions sur les volcans, les chiens et les trampolines. Et maintenant, les hommes de Dam Neck lui avaient aussi donné quelque chose. Pas la même chose, quelque chose de différent. La connaissance que les compétences qu'il avait payées avec du sang, de la douleur et des années de service n'étaient pas seulement des outils pour rester en vie. C'étaient des outils pour rendre les autres meilleurs, pour leur apprendre ce qu'il avait appris à la dure, afin qu'ils n'aient pas à l'apprendre de la même manière, pour se tenir dans un ring et dire « Voici comment survivre ».
et le penser, et les regarder y croire. John Carter éteignit la lumière de la cuisine. Il descendit le couloir. Il s'arrêta à la porte de Lily et l'écouta respirer. Lente, régulière, en sécurité. Il alla se coucher. L'appartement était silencieux. Le réfrigérateur bourdonnait. Le chien du voisin dormait pour une fois. Dehors, Virginia Beach faisait ce qu'elle faisait toujours la nuit. Des vagues, du vent et le son lointain de la radio de quelqu'un jouant quelque chose de doux. Il ferma les yeux. Il avait 38 ans. Il avait une fille qui croyait en la petite souris et dessinait des pansements en paillettes. Il avait un travail qui comptait. Il avait des hommes qui le respectaient, non pas parce qu'il en avait brisé deux devant une foule, mais parce qu'il s'était relevé du tapis et avait transformé le pire moment de sa carrière en la fondation de quelque chose de réel. Il était un infirmier, un père, un enseignant, un homme qui avait été mis à terre plus de fois qu'il ne pouvait compter et qui s'était relevé à chaque fois. Non pas parce qu'il était sans peur, non pas parce qu'il était incassable, parce qu'il y avait une petite fille au bout du couloir qui avait besoin qu'il se relève. Et c'était une raison suffisante. Le monde continuerait de tourner. Les factures continueraient d'arriver. Lily continuerait de poser des questions sur le chien. Sullivan continuerait de s'entraîner. Holt continuerait d'apprendre. Le ring de Dam Neck continuerait de se remplir d'hommes qui avaient besoin de ce que John Carter avait à donner. Et John Carter continuerait de le donner. Parce que c'est ce que font les survivants. Ils ne font pas que survivre, ils construisent. Ils enseignent, ils se relèvent de tafel et transforment leurs cicatrices en quelque chose qui compte. Quelque part à Virginia Beach, un père célibataire dormait avec les dessins de sa fille sur le réfrigérateur, ses bottes près de la porte et ses mains, enfin, immobiles. Et c'était suffisant. C'était plus que suffisant. C'était tout.